Donc l'idée c'était de faire une réunion autour, d'une manière assez large autour du sanitaire, des questions qui nous préoccupent beaucoup en tant qu'éleveurs et éleveuses. Et on a la chance ce soir voilà, d'avoir Sylvie Collat, je vais te laisser te présenter, et voilà, qui est secrétaire nationale de la Conf et en charge de ces questions depuis bien longtemps au niveau du sanitaire. Et Julien au niveau de la Bretagne aussi, qui, enfin, je vais te laisser te présenter aussi, mais qui travaille beaucoup plus sur l'aspect volaille et porc, sur les mêmes problématiques. Au début, on avait peut-être pensé faire venir un ou une vétérinaire, mais après discussion, on a dit que c'était bien aussi de se retrouver un petit peu entre nous sur ces discussions-là. Pareil, on aurait pu faire venir quelqu'un de la DRAF ou de la DDTM, et on a choisi que non. On a préféré rester entre nous. Et c'est aussi une réunion pour pouvoir discuter, échanger. Et c'est vrai que quand il y a éventuellement les services d'État, c'est plus difficile. Et puis pour les questions vétérinaires, c'est vrai que là on va parler de maladies, on va parler d'impact sanitaire, etc. On n'est pas des vétos, on est des éleveurs, on n'est pas spécialistes. Et ce qu'on se disait, c'est que si vraiment il y a des questions un peu techniques, précises, sur les vaccins, sur, je ne sais pas, quel est l'impact sur les chefs par exemple, etc., etc., eh ben, on va les noter. Et puis on ira vers une vétérinaire de Redon qui a accepté de éventuellement répondre à ces questions-là, et on reviendra vers vous s'il y a besoin sur des questions bien précises et techniques. Donc vous nous excusez, on n'est pas des vétos, donc on n'aura pas ces réponses-là. On aura certainement certains éléments, mais on préfère quand même prendre la distance. On aimerait être plus sur une approche globale au niveau du sanitaire. Voilà, alors je vais vous dire comment ça va se passer. Donc il y aura deux interventions. Sylvie va intervenir plus sur la FCO et la MHE, donc plus sur les ruminants. Donc il y aura un temps à peu près d'une vingtaine de minutes de présentation. Et ce que je vous encourage, alors s'il y a vraiment des trucs qu'on ne comprend pas, etc., bien sûr, vous pouvez poser des questions, mais à la suite de l'intervention de Sylvie, il y aura 15 minutes, 20 minutes de questions et de réponses. Donc je vous encourage à ne pas trop couper, on aura vraiment ce temps d'échange. Et ensuite, Julien va prendre la parole, mais plus sur la peste porcine et la grippe aviaire. Donc il faudra aussi voilà, de ne pas trop mélanger les sujets. Il y aura vraiment deux temps. Et là, c'est pareil, on aura une vingtaine de minutes, même principe pour des questions plus sur ces maladies-là. Et puis Sylvie fera une conclusion, une synthèse. Et puis peut-être nous donner un peu envie aussi d'aller de gagner la chambre. Comment dire, convaincre des collègues de notre engagement autour des questions sanitaires et plus largement par rapport à ce qui va se passer bientôt. Donc voilà, je vous laisse. Est-ce qu'on aurait pu faire un petit, je ne sais pas, Sylvie, Julien, un petit tour simplement peut-être production et non pour simplement visualiser un peu la salle, quoi. Ouais. Ça vous dit, rapidos, on prend ce temps-là? On n'est pas très nombreux. Donc on n'est pas très nombreux, comme ça on va voir une bonne centaine, c'est vrai. Selon les organisateurs. Une centaine selon les organisateurs. Je propose à Eric de commencer dans ce cas-là. Avec des bergers, moi je fais du lait sur Montauban Bretagne. Denis, donc ici à Saint-Gilles, producteur de vaches allaitantes et de porc. Samuel, installé avec des vaches, avec ma femme qui a des brebis, vaches laitières et brebis allaitantes. Michael, vaches allaitantes et cochons plein air. Donc Jean-Claude, donc moi je suis installé en brebis laitière, transformation vente directe et un petit troupeau de vaches allaitantes. Thomas, donc vache allaitante et céréales transformées en bière dans le nord de département. Louis, vache allaitante à 15 km au nord. Marie-Christine, donc avec Jean-Claude. Jackie, production laitière appartenait de Bretagne. David, salarié Agrobio 35, Gap d'Ille-et-Vilaine. Théo, porteur de projet en vache laitière et porc plein air à Langouet. J'avais une expérience salariée en GDS et tout, donc Paul, porteur de projet du coup avec Théo. Alice, installée en pain et bientôt vache laitière. Anne, animatrice conf région. Régine, moi j'étais prof en lycée agricole. J'ai une vache nantaise en bac à fer qui sont quand même. Parce qu'il n'y a pas que les terres qu'on peut mettre
Adrien, tu t'es pas Et présenté. Adrien, animateur CONF 35 et ADR 35. Et bah c'est parti. On est quand même assez moderne hein, maintenant la conf. Hein. Vous avez vu, on a une captation vidéo. On peut remercier Thomas. Il y a la Conf 29 qui demain fait la il même retransmet soirée. Sur BFM en direct. Ouais, c'est ça maintenant, BFM. Donc la captation va permettre aussi pour nous de l'utiliser et de la retranscrire éventuellement aux collègues, mais aussi pour demain. Ça va être une base de discussion et de travail aussi pour eux. Il faut qu'on fasse attention à pas dire des bêtises. Pas trop de bêtises dans la salle. Pas trop de gros mots. Et c'est parti. On a besoin du micro? Je sais pas, à vous de nous dire, vous voulez le micro ou Non, ça va aller. Bon, moi je suis Sylvie, donc je suis du Gers, secrétaire nationale, et je suis arrivée un peu dans ces questions de problématiques sanitaires, parce qu'étant du Sud-Ouest, eh bien nous, en fait, cette année, ça va faire la 10e année qu'on traite des sujets de la grippe aviaire. Et qu'encore cette année, puisque vous avez été ici concernés, on nous a encore dit que la faune sauvage avait amené encore la grippe aviaire. Et on se dit, 10 ans de lutte, la conf, pour expliquer que c'était le modèle de production qui était responsable de la grippe aviaire et non pas la faune sauvage comme ils veulent nous l'expliquer tous les jours. Et on n'avance pas. Sauf là où on n'avance pas non plus, c'est qu'on voit maintenant beaucoup d'autres maladies arriver. Alors, vous, en plus, beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, presque ici dans la salle, il y a plus d'éleveurs de lait que dans le Gers. On n'a plus que 50 éleveurs de lait dans le Gers, pour 5000 agriculteurs. Je ne sais pas si vous voyez la spécialisation des fermes sur la céréale et l'abandon de l'élevage complet. Donc, c'est vrai que c'est quand même... ça fait plaisir de venir dans des coins comme vous, parce que je ne sais pas pourquoi, mais moi, à chaque fois que je vois de l'élevage, j'ai l'impression de retrouver les fondamentaux de l'agriculture paysanne. J'ai du mal toujours sur une agriculture paysanne, il n'y aurait pas d'élevage. Quand bien même ce soit un petit élevage de volailles. Je veux dire, il y a cet équilibre du rapport culture, de cet équilibre tout simplement de l'agriculture paysanne qui veut qu'on élève grâce à ces fourrages des animaux qui eux-mêmes nourrissent la terre, etc. Enfin, ça paraît assez évident. Et donc de voir effectivement que chez nous, il y a de moins en moins d'élevage et pour cause aussi les questions sanitaires. Mais au niveau des questions sanitaires, ce n'est pas que la maladie en soi, mais c'est l'accompagnement du sanitaire en France et la difficulté qu'il y a maintenant d'être dans les clous d'un tas de réglementations. Donc effectivement, pour reprendre avant d'attaquer directement sur la FCO et la MHE, donc je vous rappelle un peu, vous les connaissez, les maladies les plus dangereuses, la tuberculose bovine, la brucellose, la peste porcine africaine, les salmonelles et l'influenza aviaire. Là, on est réellement sur ces maladies-là, sur des maladies qu'ils veulent éradiquer. Voilà. Et on n'a jamais compris comment ils pouvaient utiliser le mot d'éradication. Et d'ailleurs, et ça contribue aussi à la disparition de l'élevage, même si, par exemple, sur la Tube, il n'y a qu'une centaine de foyers par an, il faut considérer que c'est à peu près 100 élevages que tous les ans on abat pour éradiquer la maladie. Alors maintenant, on commence, à force de leur dire que c'est insupportable pour les éleveurs, mais dans certaines zones, il y a quand même, peut-être plus sûr en Normandie, je ne suis pas trop si en Bretagne, vous avez eu beaucoup de cas de tubes, mais en fait, c'est quelque chose d'une violence rare, quoi. Et en plus, il y a des éleveurs, ils l'ont eu pas qu'une fois, 2 fois. Donc, ces maladies, elles ont effectivement des réglementations hyper strictes, et dès qu'il y a foyer, il y a abattage des animaux. Foyer de salmonelle sur tout ce qui est petits élevages. Je le redis parce qu'on a accompagné beaucoup de jeunes sur des petits ateliers comme ça, et à cause de la salmonelle en pondeuse, eh bien, moi encore la semaine dernière, j'ai une éleveuse du Gers, l'analyse selon la réglementation biannuelle par les services vétérinaires, une analyse, une chiffonnette dans un bâtiment, positive salmonelle, donc arrêté préfectoral de déclaration de foyer, ça y est, tout est bloqué, elle ne peut plus vendre ses œufs. Si elle ne peut plus vendre ses œufs, il faut qu'elle tue ses poules. Voilà, puisqu'elle fait que de la vente directe de ses œufs. Donc voilà, encore une personne qui est sacrifiée sur l'autel du sanitaire, alors que ses poules ne sont pas malades. Surtout maintenant, il y a un vaccin salmonelle en plus, que ses œufs ne sont pas porteurs, et qu'en plus, on ne sait pas d'où ça vient, parce que personne ne sait dire mais comment on va se protéger de ça, et que même si elle veut remettre en place, elle ne sait pas si elle ne va pas
renouveler les choses. Donc c'est un vrai crash économique. Et en plus, comme c'est des petits élevages, ils ne sont pas à la charte sanitaire, ils ne sont pas indemnisés sur l'abattage des animaux. Donc là, je peux vous dire, c'est la ruine. Là, c'est des pertes énormes. Bon, sur la tube, effectivement, sur les brucelloses, alors à brucellose, il y a un foyer par an, hein, je ne sais pas pourquoi on en parle encore, mais sur la tube, ils ont aussi acheté les producteurs, c'est-à-dire par le coût des analyses, des indemnisations élevées, les producteurs acceptaient l'insupportable, c'est-à-dire de tout abattre le troupeau. Là, depuis quelque temps, notamment, moi je ne suis pas loin du Pays Basque, on a eu plusieurs éleveurs qui ont été concernés dans ce coin-là, et il y a eu notamment une famille, je ne sais pas, vous avez dû, ils ont été un peu médiatisés, la famille Sicre, ils ont refusé l'abattage de leur troupeau, et d'autant plus qu'ils avaient une situation familiale particulière, ils avaient un enfant autiste qui travaillait sur la ferme, et qui n'aurait pas supporté qu'il n'y ait plus les animaux sur la ferme, donc c'était vraiment une mise en danger. Donc ils ont sollicité ELB, qui est donc la Conf basque. ELB a sollicité l'administration qui n'était pas très au fait. Comme ça ne bougeait pas, on a fait remonter au ministère. Et finalement, on a quand même quelqu'un de la Direction générale de l'alimentation qui est allé sur le terrain rencontrer l'éleveur avec la DDPP. Et donc on a fait un protocole. Alors normalement, il y a un protocole expérimental, mais là, ça sort complètement. Et on a fait un protocole pour ne pas abattre autant d'animaux. Et finalement, ça s'est discuté entre la DGAL, ELB et nous de la Conf nationale, dont moi, à 4 personnes autour de la table, où on a vraiment dit, bon, combien moins de 20, moins de... Bon, allez, on est arrivé à 12 bêtes abattues au lieu des 45 prévus. Voilà. Donc, et c'était presque une négociation de marchand de tapis, parce qu'en fait, il n'y a rien qui... Voilà, ils partent du principe qu'à une bête qui est touchée, on ne sait pas si les autres seront concernés, puisqu'il n'y a pas forcément de transmission non plus. Et on ne sait pas comment ça se transmet. Donc, on arrive à faire un petit peu bouger des administrations sur ces questions que, de toute façon, c'est plus acceptable l'abattage systématique des troupeaux. Ça, je voulais le redire, parce qu'après, on parlera de la MHE et de la FCO, ça vous permettra de mieux comprendre. Donc, effectivement, pendant des années, sur ces maladies-là, l'idée, c'était quoi? C'était de ne pas être... qu'il y ait le moins de foyers possible en France, parce qu'on veut le statut indemne de la France au niveau de certaines maladies, parce que si on n'a pas le statut indemne, on ne peut pas exporter. Donc en fait, c'est bien l'économique, l'exportation, qui décide de la réglementation sanitaire. Parce qu'en fait, on veut protéger le marché à l'export, et donc du coup, on n'accepte pas qu'il y ait plus de 100 foyers, par exemple, de tubes en France. Sinon, il pourrait y en avoir plus. On n'abattrait pas les troupeaux, on saisirait la bête qui est prise au moment de l'abattage, voilà, puisqu'en plus, il n'y a même pas de conséquences sur l'élevage, puisque souvent, on le découvre le jour où on amène la bête à l'abattoir. Ce n'est pas parce qu'elle est malade, c'est le jour où on l'amène, qu'on voit les ganglions, qu'on s'aperçoit que... Donc là, effectivement, on comprend bien que sur beaucoup de ces maladies, c'est d'abord le statut indemne, parce que la vocation exportatrice de la France, pour là, les broutards pour l'Italie, enfin, chez nous dans le sud-ouest c'est souvent ça, ici je ne sais pas, il y a la question des reproducteurs, on vend des reproducteurs, ça a une valeur aussi, et donc c'est ça qui a toujours orienté le choix de dire, eh ben, pour ne pas prendre de risques, on abat tout, comme ça il y aura moins de foyers, il n'y aura pas de gens qui revendront des animaux de cet élevage, etc., etc. Donc en fait on n'est pas sur un travail de prévention des maladies, on est sur un travail d'abattage, pour empêcher le nombre, pour rester dans les clous d'une réglementation qui est européenne en fait. Voilà. Et pour laquelle la France ne se bat pas non plus pour la faire changer. Et puis après, il y a l'autre côté aussi très économique qui est la vaccination. Dès qu'on parle maladie, on ne dit pas comment on pourrait prévenir la maladie, comment on pourrait comprendre ce qui se passe, comment on pourrait mieux soigner, on dit vaccin. Et là, vous le voyez bien actuellement, et alors là, sur la FCO, on va en parler, c'est extraordinaire. Hein. Premier foyer de FCO au mois de juin, 2 mois après, on a le vaccin. En canard, on a trouvé un vaccin pour la grippe aviaire. Il est déjà dépassé, mais on va en avoir un autre dans 2 mois. Et donc là, on se dit, il y a un sacré business là aussi. Parce que vous imaginez les millions d'animaux qui sont vaccinés. Vous imaginez la manne que ça représente. Donc là aussi, on sent qu'il y a un poids économique important qui fait qu'on préfère dire il y a un problème sanitaire en France, cherchons pas d'où ça vient, cherchons pas des moyens alternatifs,
on va vendre du vaccin, et comme ça on dira que les animaux sont vaccinés, et les animaux vaccinés ont le droit d'être exportés. C'est ce qu'on va retrouver sur la MHE et la FCO. Donc on sauve toujours le côté commercial du marché. Mais on ne règle en rien la prévention de la maladie par la circulation des animaux qui, par exemple, ne seraient pas vaccinés si tant est que le vaccin soit la solution, et qui vont continuer à circuler librement puisqu'ils ont le droit de circuler. Donc, effectivement, entre ces maladies très dangereuses sont arrivées des maladies vectorielles, virales, que sont la FCO et la MHE. J'en parle beaucoup en parallèle parce qu'en fait, elles ont le même vecteur, c'est un moucheron, un colicoïde, qui transmet la maladie. C'est-à-dire que les animaux ne se contaminent pas d'animaux à animaux, mais c'est bien parce qu'il y a le moucheron et une bête qui est malade dans l'élevage que le moucheron, le transmetteur, c'est forcément le moucheron. Sinon, les bêtes, elles ne se transmettent pas directement la maladie. Donc effectivement, c'est encore une nouvelle donne. Mais personne ne se pose la question, comment ça se fait que ce colicoïde, il existe, comment ça se fait que ce virus, il se transmette autant en quantité. Et là, on a vu comment ils étaient absolument dans l'incapacité de prévenir quoi que ce soit, puisqu'ils ne voient pas que ces virus, alors notamment la FCO, il y a des variants, par exemple la FCO, on est à 35 variants déjà. Alors en France, on a le 4, le 3, le 8, et le 8 qu'on a eu cette année, c'est un variant. Ils n'ont pas voulu nous dire que ça, c'était peut-être le 9 ou le 12, ou le 20 ou le 32. Non, ils nous ont dit que c'était un 8. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle les maladies endémiques, c'est-à-dire qui sont présentes, comme la FCO8, ça fait depuis 2006 ou 2008 qu'on l'a. En 2015, où il y a eu la grande bagarre sur l'obligation de vacciner contre la fièvre catarrhale ovine. Moi, je me souviens, nous, dans le Gers, on avait aussi... mon ancienne porte-parole, elle avait été jugée parce qu'elle avait refusé de vacciner. Et on avait dit qu'on ne voulait pas vacciner puisque c'était pour l'export qu'il fallait vacciner. Mais elle ne l'exportait pas, donc elle ne voyait pas pourquoi elle aurait vacciné. Et donc, la position de l'État à ce moment-là, c'était tous les ovins devaient être vaccinés. Ça, ils ont laissé tomber. La vaccination n'est pas obligatoire, ni sur la MHE, ni sur la FCO. Par contre, effectivement, il y a toujours la question de l'export. Et donc, sur la fièvre catarrhale ovine et le nouveau variant 8, là, on a très bien vu comment la politique n'était pas cohérente, puisque on avait de la FCO8 sur le territoire français donc depuis 2006, 2015 une pointe, puis quasiment plus rien. Et en fait, c'est cet hiver en 2023 où on a eu pas mal de foyers, notamment dans l'Aveyron. Et personne n'a été très attentif. Et pour autant, dès l'été, là, ça a été l'explosion au mois de juillet, mais ça a été l'explosion dans le sud-ouest, même en zone d'altitude. Pourquoi ? Parce que, évolution climatique, le colicoïde, le fameux moucheron, a été présent à 2000 mètres d'altitude, ce qui n'arrivait jamais. C'est-à-dire, dans nos régions, nous, il n'y a pas beaucoup de moutons, sauf sur les Pyrénées et les zones de montagne, et les gens, ils estivent. Et l'été, du coup, quand il fait chaud, si le moucheron est dans la vallée, il n'y a pas de moutons. De toute façon, ils sont tous en estive. Sauf que là, le moucheron est allé en estive. Personne n'a pensé à veiller à cette évidence, quoi. Et du coup, effectivement, en estive, les animaux sont tombés comme des mouches. C'est le cas de le dire. Donc, vous voyez, la question de la prévention, personne n'a pensé anticiper. Et donc ça, c'était pour la FCO8. La FCO3, ils ont dit... Ouais. Une précision importante, donc il y avait 26 sérotypes en 2008 et 2010, dont 2 issus de la vaccination, dont le 8. Le 8, c'est un sérotype issu de la vaccination, puisqu'ils utilisaient des virus atténués au départ. Et il y en a 2 sérotypes, aujourd'hui c'est sûr qu'il y en a 35. Il y en avait 26 en 2008-2010, et le 8 était issu de la vaccination. En fait, de toute façon, ce qu'il y a d'important, c'est aussi de voir que la FCO3, elle est arrivée par le nord, par la Hollande et la Belgique. Pourquoi ? Parce que là, pour le coup, il fait plutôt froid. Donc là, on n'a pas pu savoir. On a demandé, on a eu les premières réunions, on a dit, mais enfin, comment ça se fait que ça arrive ? Alors, est-ce que ce sont des importations d'animaux vivants pour la sélection ? Par la Hollande. Vous savez, la Hollande, elle nous en amène des choses. Hein. Ceux qui plantent des patates ici ou des tomates dans les serres, ils savent les virus qui arrivent liés à la multiplication des plants hollandais. C'est un vrai problème. Donc,
là, on a bien vu que le virus arrivait par le nord. Et ils nous ont dit, ça c'est une nouvelle maladie émergente. D'où ils n'ont pas traité de la même manière l'AFCO3 par rapport à l'AFCO8. Et c'est pour ça qu'on a eu ce clash, puisque les éleveurs qui souffraient de l'AFCO8 n'allaient pas être indemnisés, n'avaient pas de prise en charge du vaccin qui existait. Et ceux de FCO3 avaient le droit à toutes les indemnisations et éventuellement à un vaccin dès qu'il allait arriver gratuit. Donc vous imaginez quand même l'incompréhension générale. Donc c'est vrai que juillet et août, ça a été très chaud. Et c'est vrai que là, c'est pas parce que je suis à la conf, mais franchement, la conf, c'est elle qui a tout dénoncé, qui à chaque réunion a dit, mais vous ne parlez pas de la FCO8. Ah mais la FCO8, elle existe déjà, ça n'a rien à voir. Et pour autant, il faut savoir qu'entre la FCO3 et la FCO8, on a 20 000 foyers en France cette année. 20 000 foyers, 20 000 éleveurs touchés. Et il y en a, ils ont perdu la moitié de leur troupeau. Donc nous, ce n'est pas aberrant, mais de dire que quasiment un tiers de l'élevage ovin va disparaître sur ce coup-là. Alors pas aujourd'hui tout de suite, mais demain, parce que c'est la reproduction qui ne s'est pas faite. Donc l'année prochaine, il n'y aura pas de renouvellement dans les troupeaux. Les gens n'ont pas les agnelles pour faire le renouvellement du troupeau. Les bêtes sont vides, ils s'en sont rendus compte très tard. Ça a décalé aussi les productions laitières, ça a tout décalé. Et en plus, il y a le fait de la PAC, puisque quand même vous avez une PAC au nombre d'animaux. Alors ils vont nous mettre un cas de force majeure pour la saison 2024, mais pas au-delà. Or, dans 2 ans, les gens n'auront pas retrouvé le nombre d'UGB qu'ils avaient antérieurement. Et là, ils vont être sanctionnés aussi sur la PAC. Donc c'est la double peine pour les éleveurs. Et je peux vous dire que quand vous êtes dans une réunion administrative où on parle de ça, mais les gars, ils ne comprennent rien, ils ne se rendent même pas compte. Ils pensent qu'on a perdu les agneaux, où il y a eu un avortement, ça s'arrête là, quoi. Voilà, donc on va vous donner 200 balles ou 100 balles. Mais non, c'est la suite. Et donc, effectivement, entre-temps, il n'y a pas de trésorerie, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de production laitière, il n'y a plus de fromage à vendre sur le marché. Eh bien, il n'y a plus d'activité, tout simplement. Donc, on a beaucoup d'éleveurs qui, s'ils n'ont pas arrêté maintenant, vont arrêter dans les mois qui viennent parce que dans l'incapacité d'avoir les trésoreries nécessaires. Donc, ces maladies virales, en fait, ils ne cherchent pas à nous expliquer comment on pourrait les soigner, parce que là aussi, il y a eu des traitements. Les éleveurs ont essayé de traiter, puisque beaucoup ne sont pas très favorables à la vaccination. Et on a fait aussi des groupes WhatsApp. Je ne sais pas s'il y en a qui sont mis, il y en avait un au niveau de la conf, où chacun donnait son avis, ses solutions sur des moyens alternatifs. Il y en a, ça marchait bien, il y en a, ça ne marchait pas. Il y en a qui ont expliqué qu'ils avaient en urgence vacciné, d'autres qui ont dit qu'ils n'osaient pas vacciner parce que leur bête était gestante, d'autres qui ont dit qu'ils n'avaient pas la capacité en estive de faire la manutention des animaux. Enfin, autant de situations différentes. Et le débat n'est pas sur pour ou contre la vaccination, si ce n'est que ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y avait eu aucune prévention pour donner le moindre conseil et qu'il n'y avait non plus pas des médicaments. Parce qu'il y en a qui ont essayé de traiter des animaux, parce qu'il y a des fortes fièvres sur la FCO. C'est les mêmes symptômes que la MHE. La FCO, elle est plus sur les ovins et la MHE, elle est plus sur les bovins, mais les deux maladies virales vectorielles, un moucheron. Et donc, effectivement, ça donne des fièvres, des ganglions, des animaux, alors maladie bleue, la langue bleue, pour la FCO sur les ovins. Je veux dire, ces maladies virales, personne ne sait les traiter. Les antibiotiques ne marchent pas. Il y en a qui mettaient 200, 300 euros d'antibiotiques et de traitements sur des brebis. Et pas moyen, quoi. Elles leur claquaient dans les mains comme ça. Donc là, on se dit quand même, comment ça se fait que même la recherche n'ait pas non plus trouvé, depuis le temps qu'il y a de la FCO8 et autres, de moyens, si pas de vaccins, de traiter. Et on n'a pas de médicaments non plus, quoi. Voilà. Et les méthodes alternatives, ben là, après, il faut faire la synthèse. Il y a des choses qui sont quand même intéressantes. Notamment, il y en a qui ont trouvé, surtout le fait d'avoir des animaux. Et ça dépend de chacun dans son élevage, là où il était, en fonction de la saison, parce que ce qui est revenu, c'est qu'il y avait eu beaucoup d'humidité au printemps, que les animaux étaient plus parasités, et donc le fait qu'ils étaient un peu plus parasités, ils avaient un peu moins de résistance, tout simplement, la résistance, et que donc effectivement, ils étaient plus sensibles, et que ceux qui avaient pu soit les vitaminer un peu plus, soit leur donner des compléments minéraux, avaient un peu mieux pu résister. Mais globalement, oui, ça allait de 10 à 50% de mortalité dans quasiment tous les cheptels qui étaient touchés. Et alors,
la chose extraordinaire, c'est que la FCO8, comme ce n'est pas une maladie réglementée puisqu'elle était endémique, ben, vous pouviez descendre des estives vos animaux, les ramener dans la vallée, les remettre au contact. Donc elle a explosé sur l'ensemble du territoire. Et après, l'autre chose qu'il faut bien comprendre, c'est que, comme toujours, les éleveurs, quand ils disaient « oui, je pense que j'ai de la fièvre catarrhale ovine », les services vétérinaires disaient « ah bon, on ne sait pas ». Donc c'est l'éleveur qui apprenait au service vétérinaire en faisant faire un test qu'il avait la maladie. Donc les services vétérinaires ne le savaient même pas dans les départements. Et pire, c'est qu'on ne savait pas forcément quel FCO, puisqu'on ne trouve que ce que l'on cherche. Et que si vous étiez du sud-ouest, vous aviez forcément la FCO8. Si vous étiez du nord, vous étiez FCO3. Mais on a des gens qui ont eu tout. 3, 8 et MHE. Voilà. Et là, ça devient très très compliqué. Parce qu'en plus, comme sur une maladie, la FCO3 réglementée, parce que nouvelle maladie, donc avec une zone réglementée, un vaccin qui est payé, la possibilité d'exporter moyennant de faire des tests, enfin un truc très organisé, très structuré. La FCO8, rien d'organisé. Et les éleveurs, ils se retrouvent avec les deux maladies et on lui dit « ah mais non, mais là, pour ça, tu peux avoir le vaccin, mais pas pour... » Donc, même l'administration, je leur dis « mais comment vous allez vous y retrouver ? Vous avez des éleveurs qui sont foyés sur leur ferme. Vous n'allez pas ouvrir des guichets différents. Comment l'éleveur, il va dire de telle date à telle date, j'avais de la FCO8, puis après, j'ai eu de la FCO3. Non, mais je ne sais pas. Mais il n'y a aucune anticipation, aucune vision concrète de comment ça peut se gérer. Et personne pour comprendre qu'au bout du compte, c'est l'élevage qui est touché. Et que ce soit la 3, la 8, de toute façon, on est sur une maladie climatique dont l'éleveur n'a aucune responsabilité dans l'apparition de cette maladie. Il y est pour rien. Donc, parce que bien sûr, l'autre solution, c'est de dire c'est les éleveurs qui conduisent mal leurs troupeaux, c'est pour ça que celui-là... Parce que ça, c'est l'art de mettre la responsabilité sur les éleveurs aussi. Donc du coup, on a réussi quand même à faire reconnaître que la FCO8, c'était comme la FCO3, c'était une maladie nouvelle, parce que c'était un variant plus actif, puisque la FCO8 qu'on avait eue dans les années 2015, on n'avait pas de bénéfice-risque de vacciner. Le gars qui vaccinait, ça ne lui apportait rien de plus que de ne pas vacciner. Parce que c'était une maladie virale, comme on dit. Alors dans la volaille, on le dit souvent, on a un passage viral, un peu moins de croissance, une petite chute de lactation ou de production. Et puis après, ça repart. Et on se dit, tiens, il y a un passage viral, ils ont pris un coup de froid, ils ont éternué un peu, puis c'est bon. Et on doit accepter ça. Quand on élève dans la nature un modèle élevage paysan, on n'a pas des Ferrari. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des petits à-coups. Et là, du coup, effectivement... On se retrouve effectivement sur une problématique où finalement l'administration était complètement dépassée, mais par contre a très vite commandé des vaccins. Alors certains en avaient dans certaines zones, pas dans d'autres. Certains voulaient vacciner, n'avaient pas le bon vaccin, parce qu'il y avait différents types de vaccins. Il y a des vaccins, il y avait 2 injections, d'autres, il n'y en avait qu'une. Comme de par hasard, le plus cher, c'était celui qui restait sur le marché. Le moins cher, il ne restait pas. Ça allait de 4 à 10 euros par vaccination, quand même. Et là, l'administration, vous leur dites, vous vous rendez compte, le gars qui a 300 brebis, 4 euros, quand déjà il gagne... Il faut vraiment que ça vaille le coup, quand même, de vacciner si ça n'apporte rien. Est-ce que c'est le bon stade ? Parce que là aussi, les vétos, ils disaient, oui, mais attendez, c'est écrit sur les fioles, évitez de vacciner pendant la gestation. C'est conseillé. On vous a tous appris ça, qu'on évite de vacciner une bête gestante. Voilà. Et là, tout d'un coup, non, il fallait tout vacciner. Vous voyez, les contresens tout le temps. Comment, alors, si vous n'avez pas un peu d'expérience, comment le jeune qui démarre dans l'activité en élevage, il s'y retrouve avec des contresens comme ça ? Et donc, effectivement, dans cette crise aussi, on a eu une crise des labos, on a eu une crise des vétos, qui n'étaient pas d'accord. On a eu une crise des GDS, où on a vu la limite des GDS, et on a toujours eu la crise de l'administration, qui ne savait ni où étaient les foyers, ni où étaient les élevages, parce que ce n'est pas eux qui gèrent ça non plus. Et par contre, ce qu'on a vu très puissant, c'est toujours les commerçants, parce qu'effectivement, il y a toujours un butin dans les crises, donc, et avec la complexité de s'apercevoir, notamment sur la FCO3, là dans le nord, là, les départements au-dessus de Paris,
Moi, j'ai été surprise. Il y avait des centres d'allotissement, ils faisaient partir 2000 veaux par semaine. 2000 veaux. Donc FCO3, ils ne pouvaient plus collecter les veaux. Et comme c'est des élevages très industriels où il y a juste le nombre de logettes par petit veau, là, eh oui, mais si le veau il n'est pas parti au bout de 8 jours, qu'est-ce qu'on fait là? Où c'est qu'on les met les autres? Et donc, pagaille générale, quoi. Parce que les gars, ils disaient, nous, on a 2000 veaux, là, dans le centre d'allotissement, ils ne peuvent plus partir parce qu'ils sont positifs. Eh bien, ils les ont ramenés dans les élevages. Vous imaginez? Ils ramenaient les animaux positifs dans les élevages. Donc, vous voyez le bon sens du sanitaire. Après qu'ils étaient en allotissement quelques jours, ils les réexpédiaient aux producteurs parce que le temps de l'analyse, 2-3 jours, ça suffisait à ce que ça se déclare. Donc là, on a vu un fiasco complet. Et puis le dernier fiasco sur toutes ces maladies dites réglementées, c'est quand ils commencent à vous mettre une zone, comme la ligne Maginot ou le nuage de Tchernobyl. Alors là, tel département, voilà, il y a un foyer là, on prend 150 km autour. Pourquoi 150? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 20? On ne sait pas. Et ils ont rediscuté à dire non, il faut prendre le département. Je leur ai dit non, mais le département, pour la grippe aviaire, on avait vu que le département, celui qui était au ras du département, il pouvait être à 100 km du foyer. Donc là, on avait encore des gens qui n'ont pas de méthode pour dire voilà, toute maladie virale, de toute façon, à un moment, elle va se transmettre, elle court, elle circule, on ne la maîtrise pas. Et donc, il va falloir être un peu humble et pas se dire qu'on va mettre des barrières, qu'on va faire ceci, qu'on va faire cela, pour défendre un marché à l'export. Et donc, pour défendre le marché à l'export, on a embêté des éleveurs, on les a obligés de vacciner, on a empêché des marchés aux bestiaux locaux parce qu'il fallait exporter. Donc, on casse toujours le petit paysan, celui du modèle artisanal, celui qui n'a jamais exporté, mais à qui on va imposer cette réglementation, y inclut de l'obliger parfois à vacciner aussi. Alors pour l'instant, la vaccination n'est pas obligatoire sur la FCO et sur la MHE, mais quand même, la CR, il revendique très fort de vacciner les élevages d'ovins et de bovins. Alors, je ne vous ai pas trop parlé de la MHE. La MHE, c'est vrai qu'elle ne sait pas trop... Oui, alors ça, c'était l'exemple des... C'est la zone où il faut vacciner, là, en vert. Normalement, pour éviter que ça aille de gauche à droite. Voilà. Donc, c'est formidable. Ils ont fait une zone voilà, où le vaccin est gratuit sur cette zone-là. Voilà. Donc, allez retrouver si votre commune, elle est dans quoi, où c'est que vous allez trouver le veto, si vous êtes à cheval sur 2 communes, si vous louez ou si vous êtes allé mettre en estive en Savoie vos bêtes, que vous les avez ramenées dans une commune comme ça. Ils n'ont aucune notion d'approche globale de ce qui se vit dans les élevages, surtout chez nous où il y a des élevages de pastoralisme. Même cette notion, ils ne l'ont pas. Ils pensent que tout le monde a sa ferme, les tables et les bêtes autour du pré, là. Voilà, donc ils n'ont rien pensé d'autre. Donc effectivement, comment dire, par rapport à tout ça, alors ils ont fait beaucoup de dépistage, alors ça coûte une blinde à force, hein, autant d'analyses, on analyse, les laboratoires se sont plaints qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils devaient analyser. S'ils devaient faire la totale, MHE, FCO3, FCO8. Donc si l'éleveur ne disait pas « moi je veux tout », on lui disait ben non, c'est pas pris en charge. Donc c'est pour sa pomme. Sauf que quand vous voulez réagir, c'est quand même important de savoir quelle maladie vous avez aussi. Donc ça, il n'y avait toujours rien. Et l'autre problème, c'est l'indemnisation. Sur la MHE, puisque moi je suis du Gers et nous on a été beaucoup touchés. Sur la MHE, on a eu plus de 500 foyers entre 2023 et 2024. 500 élevages. MHE avec des pertes importantes. L'an dernier, jusqu'à décembre 2023, ils ont, rien que sur la préfecture du Gers, ils nous avaient donné les chiffres, 5,2 millions d'indemnisation, rien que pour le Gers, MHE. Vous voyez, c'est énorme. Les crises sanitaires, c'est énorme. Et là, du coup, ils ont peur, parce qu'entre la grippe aviaire, qui certaines années coûtait 1 milliard, la MHE, 5 millions, rien que sur le Gers, alors multiplié par 20 départements, vous voyez. Alors à force, vous comprenez le budget de l'État, et si chaque crise doit être un peu alimentaire, et là ils ont essayé politiquement aussi de dire non, on ne va pas rentrer dans l'indemnisation de la FCO8, c'est pour ça qu'ils l'avaient mis à part. Sur la FCO3, ils traînent des pieds,
Là maintenant, la ministre, quand elle était là, elle a dit qu'elle mettrait 75 millions pour les 2 maladies, mais on est très loin du compte, puisqu'on est à 20 000 foyers. Vous imaginez, 20 000 foyers, comptez combien par élevage, voilà, on est sur plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros par élevage, rien que sur la SCO. Et la MHE est toujours présente. Nous, on a 150 foyers encore de MHE depuis le mois de juin, en élevage bovin. Alors la question qui se pose, et on aurait aimé qu'ils nous répondent, on leur a dit, mais est-ce que l'année prochaine, on aura une immunorésistance, puisque nos animaux étaient malades, pour ceux qui ont résisté, qui ne sont pas morts, est-ce que ça vaut le coup maintenant de continuer la vaccination? Est-ce qu'il ne faut pas arrêter de vacciner, justement, pour mettre en place cette immunorésistance, puisque les individus qui sont passés au travers, probablement que sur leur descendance et sur leur suite, au printemps, on devrait s'en sortir. Et là, il n'y a rien, ils ne savent pas nous donner d'informations, ils n'ont rien étudié, ils n'ont même pas lancé un protocole. Et c'est ça qu'on leur reproche régulièrement, c'est-à-dire à quoi sert la recherche fondamentale. On a besoin d'une recherche fondamentale de tous ces éléments, avant de dire, on va chercher un vaccin. Et comme de par hasard, le vaccin, ils le trouvent en 3 mois. On se dit, mais il était déjà dans les cartons, ils ont eu qu'à le mettre sur le marché. Donc ça, c'est inquiétant. Là, sans être complotiste, on peut se demander, il y a des moments où alors ils ont des vaccins passe-partout, mais c'est quand même formidable de voir qu'ils arrivent au fur et à mesure des besoins. Et ça rapporte beaucoup d'argent, parce que quand le vaccin est pris en charge, et on l'a vu pour la grippe aviaire, c'est 80 millions par an pour la grippe aviaire, pour 30 millions de canards. 80 millions d'euros. Ça fait des sous. Et demain, ils voudraient peut-être vacciner les poulets parce qu'ils ont peur qu'ils aient la grippe aviaire, puisqu'en Bretagne, vous avez des poulets touchés. Les poulets, c'est 800 millions de poulets. Hein. Ce n'est pas 30 millions de canards. Là, on multiplie le volume. Donc si demain, il fallait... Puis comment on vaccine un animal qui vit 32 jours? Moi, je n'ai jamais compris ça. Parce que c'est des poulets industriels à 32 jours. Donc, je ne vois pas. Déjà, vous imaginez le canard, 3 vaccinations, et sa durée d'élevage, elle est de 90 jours. Mais ce n'est plus un vaccin, c'est un médicament. Enfin, je ne sais pas. Un vaccin, normalement, ça devrait avoir une efficacité longue. Et vous imaginez le boulot. Les éleveurs, ils n'en peuvent plus chez nous de vacciner. Hein. Parce que quand bien même ça les a sécurisés, mais manipuler 3 fois des canards à attraper pour les vacciner individuellement, parce que là, ce n'est pas la fiole dans l'eau, là. Hein. C'est un par un, hein, la manipulation du canard. Et ça vous ramène de la maladie. Parce qu'évidemment, vous rentrez dans les bâtiments, vous amenez des équipes pour attraper les milliers de canards que vous devez vacciner, et rebolote, et on rapporte du stress, et on remet en route la machine à contaminer. Donc, c'est pas glorieux, hein, mais du coup, effectivement, même le territoire breton, j'ai vu maintenant la FCO3, c'est pour toute la France, hein, ils ont décidé que toute la France pouvait accéder au vaccin, et que la Bretagne, elle était aussi, alors un petit peu plus tôt que le reste de la France, enfin, très tard, mais un peu, voilà, elle est quand même dans la réglementation aussi. Et donc, c'est pour ceux qui exportent qu'effectivement, c'est plus contraignant, puisqu'effectivement, il faut tester. Et beaucoup de pays demandent la vaccination pour l'export. Et c'est comme ça qu'on impose la vaccination. Et qu'après, on impose la vaccination à ceux qui n'exportent pas, en prétextant que du coup, ils seraient responsables de transmettre. Voilà. Et c'est comme ça qu'on divise les paysans, et c'est comme ça qu'on impose la règle du plus fort, celui qui exporte, et qu'on empêche l'élevage paysan de ne pas être vacciné, d'avoir ces races peut-être plus rustiques, ces pratiques plus alternatives, qui fait que lui aussi, peut-être, dans sa façon de gérer, quand bien même il aurait 10% de mortalité, c'est peut-être économiquement viable quand même sur son élevage par rapport à des coûts de production, à sa valeur de vente. C'est formidable. Maintenant, on n'a plus le droit d'avoir une perte. Si on baisse un petit peu le rendement, on n'a plus de marge. Mais à un moment, non. L'élevage extensif, là, moi, je vois beaucoup les estives. Les gars, ils ont l'habitude. Ils avaient des pertes. Avec le loup, les prédateurs, ils ont des pertes, quoi. Donc, je veux dire, à un moment, s'il faut avoir 0 perte dans un élevage, parce que sinon, il n'y a plus la marge, c'est qu'on a un problème. La perte fait partie du risque d'élevage. On travaille du vivant. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à intégrer. Donc je ne sais pas, ouais, j'ai arrêté peut-être là, mais je ne sais pas si... débordé, mais tu racontes... Mais je ne sais pas si je réponds trop à vos questions. Mais c'est une approche un peu globale, parce qu'effectivement, comme tu as dit, on n'est pas des vétos, puis je ne crois pas que ce soit intéressant de vous mettre la cellule virale qui...
Voilà. Alors, je ne sais pas, tu avais peut-être des choses à rajouter ou ça va peut-être Non, venir mais sur ça les viendra échanges sur les échanges et c'est puis bien qu'on ait voilà. les questions et tu Oui, vas oui, pouvoir tout à fait. rebondir, Puis à la fin, on travaillera comment on peut trouver des solutions ensemble pour contester tout ça aussi. Peut-être préciser avant tout sur la Bretagne quand même par rapport aux zones. Vous savez, il y a des zones régulées, non régulées pour la situation de la Bretagne. Donc la MHE, on est en zone régulée sur l'ensemble. Je crois qu'on a les cartes et sort tous les vendredis, hein, ça évolue, comme tu disais. Ouais, c'est ça, j'ai regardé encore tout à l'heure. Et pour la FCO, donc là la Bretagne est à peu près coupée en deux. Donc ça c'est la MHE. Hein. Et donc là on voit bien tous les foyers. Donc ouais, ce que tu disais dans ton coin là, Sylvie, nous, ça bouillonne. Nous c'est ça. Ouais. En Loire-Atlantique aussi, enfin les Pays de Loire c'est un gros bouillon aussi. Et pour la FCO, donc là c'est un peu différent pour la situation de la Bretagne où là c'est coupé en deux. Il y a une zone régulée et une zone non régulée. Donc qui implique aussi d'autres problématiques en termes d'échange d'animaux, etc. Et je voulais vous dire que ces cartes-là sont fausses. Parce que moi j'ai voulu vendre des vaches, je vous dis ça en aparté, hein, c'est important de le dire aussi. Parce que ces cartes sont présentées hein, tous les vendredis, il y a de la recherche, du pognon qui est mis là-dessus. Et moi j'ai voulu vendre des vaches de Guy Primessac à Rostredin. Vous voyez, donc là une obligation de faire une analyse de sang pour savoir si elles étaient porteuses ou non. Et donc à ma grande surprise, je reçois les résultats et là j'ai eu le jackpot, j'ai le droit eu à la FCO et de la MHE quoi. Donc aujourd'hui, si on regarde dans le détail, Guy Primessac n'est pas zoné MHE FCO. Autour de nous, on n'entend pas trop d'élevage, mais il faut savoir que la maladie est présente. C'est que moi, ils n'ont pas détecté, je ne suis pas considéré comme foyer parce que je n'ai pas de cycle clinique. Voilà, ça c'est quand même important de le dire. Et donc comme il n'y a pas de cycle clinique, il n'y a pas eu de recherche. Et moi, ils m'ont laissé dans une situation, alors déjà, il y avait quand même une douzaine de vaches, etc. Il y a quand même 25 000 € en jeu par rapport à la vente que je devais faire, que je ne peux plus faire. Et le foyer... n'a pas été détecté. Je ne sais pas quel sérotype j'ai non plus. Donc j'aimerais bien savoir quand même. On a aussi des chèvres à côté qui ont eu pas mal de mortalité, donc fortement beaucoup d'inquiétudes. On a fait des analyses sur les chèvres, donc là il semblerait qu'elles ne soient pas porteuses. Mais bon, on peut imaginer, enfin voilà, là on est pris dans un tourbillon un petit peu. Et pour l'expérience personnelle, pas vraiment de réponse précise, nette. Tout ce que tu décris, hein, Sylvie, de la part de l'État, du GDS complètement à la ramasse. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais heureusement qu'il y a la conf, heureusement qu'il y a des gens qui travaillent et qu'il y a des éleveurs qui peuvent nous renseigner parce que je vous avoue que de la part de l'État et du GDS, c'était pas à la hauteur, quoi. Et pas à la hauteur des préoccupations de chacun. Alors moi, j'ai pas de mortalité, c'est pas du tout à la mesure des gens qui ont de la mortalité, mais je me mets dans cette situation-là, quoi. C'est le désastre, quoi. Et on n'a pas d'écoute et on peut même te faire culpabiliser. Au moins, on m'a dit, la DSPP m'a dit, j'espère que vous prenez les bonnes règles de biosécurité entre l'élevage de chèvres et l'élevage bovin. Alors, si j'avais pas trop réfléchi, vous voyez, j'ai quand même compris un peu ce qu'était cette maladie-là. C'est pas une maladie épidémique, c'est les moustiques. Et donc là, on me faisait plus ou moins culpabiliser, porter le chapeau, vous voyez, culpabiliser l'éleveur en disant que si c'est sur les chèvres, c'est de ta faute. Non, c'est les moustiques, c'est les moucherons, quoi. Et une fois de plus, ils aiment la monoculture ou la monoespèce. Alors que justement, c'est le fait d'avoir qu'une espèce animale dans une zone qui empêche d'avoir des barrières naturelles au développement des maladies. C'est ce qu'on a vu, nous, sur la grippe aviaire. Le même canard partout, dans les mêmes bâtiments, la même souche. Voilà, et donc forcément, quand le virus il rentre là-dedans, il explose. Alors que s'il y a des barrières des espèces, ben forcément, le virus, il va devoir s'adapter à une autre espèce. Donc, à un moment, il va s'affaiblir. Et d'où l'intérêt d'avoir des vaches et aussi des chèvres ou des moutons et de ne pas être que spécialisé. Et d'ailleurs, dans le temps, il y avait toujours, parce qu'il y avait aussi des espèces qui donnaient les signes d'alerte des autres et qui étaient là pour ça aussi. Donc c'est l'histoire, quand on regarde un peu des pratiques paysannes antérieures, on voit bien la cohérence de tout ça. Et là, une fois de plus, la question, c'est que si tu n'es pas touché économiquement par la maladie, tu l'es indirectement par le commerce. Tu ne peux plus vendre. Voilà. Et donc... Et ça, ils ne peuvent pas comprendre qu'à un moment, mais c'est du vivant, on ne stocke pas comme on stocke des tonnes de blé et qu'on peut jouer à la bourse, qui vont prendre de la valeur. Là, les bêtes, chaque jour qui passe, c'est chaque jour à les nourrir et on ne peut pas les sortir. Et c'est ce qu'on a eu aussi beaucoup sur la grippe aviaire. C'est-à-dire à un moment,
Voilà, il y avait un foyer et les autres, ils pouvaient soit ne plus mettre en production, soit ils ne pouvaient plus sortir les animaux pour les amener à l'abattoir. Ouais, mais un poulet, un canard, au bout d'un moment, quand il est trop gros, vous ne pouvez plus le vendre non plus. Voilà, et là, ils ne retiennent aucune leçon. Aucune leçon. Et je ne parle pas de la peste porcine, parce que là, il y a Fabien Champion, qui est l'animateur national qui s'occupe du sanitaire en élevage. L'autre jour, il a participé à une réunion de la DGAL sur un scénario peste porcine africaine en Bretagne. Oui. C'était presque un film de science-fiction, quoi. Comment évacuer tous ces cadavres? Comment trouver des gens qui vont les ramasser? Comment transporter? Où c'est qu'on fait les trous? Non, mais vous imaginez pas. On vous laisse pouvoir poser des Ouais. questions. Vas-y. La question, c'est Oui. un peu, est-ce qu'il y a un impact du type d'élevage sur, enfin, peut-être en bovin, mais il y a un impact du type d'élevage sur les élevages qui sont impactés ou pas par les choses Entre du lait ou de la viande ou des races? L'intensification des élevages. L'intensification. Au niveau des animaux qui ne sortent pas beaucoup, ceux qui sortent beaucoup. Alors, le problème, ça c'est une très bonne question, parce que la réponse qu'on nous a dit, rentrez vos brebis, rentrez vos animaux pour pas qu'ils soient au contact des moustiques et désinfectez vos étables. Et alors donc, il fallait redescendre de la montagne les bêtes, les renfermer, et en fait, là, ça veut dire qu'il n'y a plus de plein air du tout non plus, quoi. On ne va plus mettre les vaches dehors, parce qu'on va mettre des moustiquaires sur les étables, parce qu'il ne faut plus... Voilà, donc effectivement, alors on ne peut pas dire, pour l'instant, justement, nous on aimerait avoir ces retours d'expérience. Ça, ils ne nous les ont pas donnés, évidemment. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez difficile. Parce qu'après, nous, on n'a pas eu d'éléments qui nous aient dit que les brebis, lait ou viande, il y avait des différences de mortalité ou pas. On n'a pas eu plus d'éléments que ça. En estive, il y a des troupeaux qui ont été plus touchés, d'autres moins, mais nous, on pense que c'est surtout lié à la densité et dans les zones plus ou moins humides où il y a plus de moucherons qui sont plus développés et qui ont proliféré plus à certains endroits. Et donc, les éleveurs qui, par exemple, sont bien passés au travers, il y en a, ils nous ont dit, mais moi, je suis à un endroit, c'est toujours ventilé. Et en fait, il y a moins de transmission vectorielle, c'est tout, quoi. Et alors, le summum, c'est quand au début, parce qu'au début, quand même, la première réaction au mois de juillet, ils nous ont dit qu'il fallait désinfecter les animaux avant de les amener à l'abattoir. Insecticides sur les animaux. Non, mais il faut quand même l'entendre pour vraiment, hein, moi, je ne croyais pas que j'en étais là. Et puis après, il fallait tout traiter. Et on a eu des retours d'apiculteurs, déjà de l'an dernier, qui ne comprenaient pas pourquoi ils avaient eu des ruches autant de mortalité à la sortie de l'hiver, mais c'était des éleveurs qui avaient des animaux en bâtiment qui avaient désinsectisé leurs animaux. Et l'insecticide avait touché les ruches qui étaient justement près des bâtiments, comme c'était la période d'hiver. Donc c'est pareil. Donc là, on a réussi quand même à leur dire non, mais il faut arrêter la désinsectisation, stop, quoi. Mais ils y allaient, ils désinsectisaient les animaux au moment de les amener dans les camions pour les transporter aux abattoirs. C'est quand même... C'est encore leur mot d'ordre. Avec Jean-Claude, on a fait une réunion il y a 15 jours en GDS, Chambre d'agriculture 35, et ils n'avaient que ça à désinsectiser. À chaque fois, c'est toutes les manipulations, c'était il faut arroser, quoi. Et, après, on se dit effectivement, si les animaux restent sur l'élevage, mais quand ils partent à l'abattoir, des fois ça peut être 8 jours, 15 jours après. Il n'y a aucun personne ne vérifie ça, en fait. C'est vraiment, et puis je voulais revenir sur la 2008, on était une quinzaine d'éleveurs, on a refusé la vaccination. On est allé au tribunal à Saint-Malo. Et en fait, suite à ça, je me souviens, donc, c'était déjà passé, de toute façon, le vaccin est sorti. Il fallait vacciner, mais pour moi, c'est en 2009, je me trompe peut-être. L'Italie ou l'Espagne a dit surtout, on ne veut pas des broutards vaccinés. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est ce qui va se passer. On vaccine, mais il n'est pas dit que dans l'année prochaine, les Espagnols ou les Italiens vont dire on ne veut pas des animaux vaccinés, quoi. Donc là encore, on aura tout un bazar pour finalement avoir la garantie exportatrice n'est pas forcément, on n'est pas sûr, quoi, en fait. Oui, la règle du jeu peut changer à un moment ou à un autre, effectivement, au gré des opportunités. Et puis, je pense que du Mercosur, de toute façon, hein,
vaccinés ou pas, on recevra les quartiers, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, mais par rapport à ta question, tu as raison. Nous, on trouvait que ça serait intéressant et on a essayé un peu au sein de la conf, mais c'était compliqué parce qu'on n'a pas assez de personnel. Mais il y a des éleveurs qui avaient commencé à remplir des fiches. Quelle race ils avaient, à quelle altitude ils étaient, le stade des animaux, si elles étaient gestantes, si elles étaient en début de lactation, fin de lactation, si c'était des ovins viande, des ovins lait. Enfin, on a essayé un peu de compiler. Mais assurément que beaucoup de choses se passent au niveau de ce vecteur colicoïde qui, dans cette période très humide qu'on a eue, parce que nous, dans le sud-ouest, on a eu 1200 mm, c'est-à-dire il a plu autant qu'en Bretagne, moi dans le Gers, alors que d'habitude on a 600 mm par an. Au mois de juin, on n'arrivait pas à semer les sojas tellement il pleuvait. Donc on a eu cette période très humide qui est quand même favorable, et humide sans avoir du froid, donc favorable quand même à la prolifération de ce moucheron. Voilà. Et ça y a fait, plus le fait, comme je disais aussi, que les animaux avaient eu plus de parasitisme parce qu'il y a eu une période très humide aussi. Donc il y a eu certainement plusieurs éléments. Mais comme disaient beaucoup d'éleveurs, si on leur avait dit que ce virus il était si violent, il y en a, ils auraient peut-être vacciné avant, mais surtout, il y en a, ils nous ont dit qu'ils auraient fait une bonne cure à leurs bêtes avant, quoi. Et même en antiparasitaire aussi, quoi, ils auraient été plus vigilants là-dessus. Personne n'avait vu venir le coup, alors que voilà, d'autres ont dit que certaines cures avaient bien marché de compléments, d'oligo-éléments, de plantes, mais parce qu'ils le font, eux, systématiquement tous les ans. Et ceux-là ont trouvé quand même des résultats. Voilà. Mais pour dire ça à l'administration, c'est compliqué. Il y a une question derrière, je crois. J'ai au téléphone un copain qui est dans le Lyon, là, il est entouré de fermes pour les mâcheurs, et qui répond à la question de lui. Il disait que c'était tout cet écosystème. Donc c'était des fermes laitières surtout. Donc un peu de revenus, sous-revenus. Donc fromagé, périodisé, ça n'avait pas trop d'importance. Et autrement, il disait fais gaffe si vous pensez à vacciner parce que y a de la mortalité sur les fœtus. Attention à la mortalité. Et moi j'avais une autre question derrière, est-ce qu'on connaît les prédateurs Mais voilà, alors il paraît que quand même l'INRA fait une recherche, il y a même 1 ou 2 paysans de la conf qui sont dans ce module-là. Il y a un peu de recherche, mais il n'y a certainement pas les moyens qu'il faut pour aller plus vite. Et pourtant, tu vois, la MHE, elle date de l'an dernier, on avait eu beaucoup. On avait eu le problème. Voilà, ils ne vont pas vite, quoi. Ils n'ont pas encore décidé du budget. Nous, quand on a dit que là, pour indemniser la grippe, la MHE et la FCO sur nous, on a dit qu'il faudrait mettre au moins 100 millions d'euros sur une vraie étude là-dessus. Voilà. Mais non, pour autant, ils vont mettre certainement 300 millions pour indemniser tout le monde, et tous les ans, alors qu'ils mettraient 100 millions une bonne fois pour essayer de trouver une solution au vecteur, qui aujourd'hui transmet la FCO3, la FCO8, mais demain peut-être autre chose. Tu vois, voilà, parce que ça, c'est la nature, puis on a besoin de biodiversité, puis ça fait repenser à toute la question de la biodiversité. Ben, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien aussi. Je veux dire, la densité de ces colicoïdes, elle est peut-être aussi à mesurer du fait qu'il y a moins de diversité biologique autour des parcelles, des prairies ou autres, et qui font qu'aussi, il y a moins d'oiseaux, il y a moins de nichés, et donc il y a moins d'oiseaux pour consommer tous ces insectes. C'est une vérité, quoi. Enfin, je veux dire, il y en a, ils n'y croient pas, mais si. Je ne sais plus combien un oiseau mange d'insectes par jour, mais c'est colossal. Nous, en Bretagne, là, quand les hirondelles partent, après, c'est l'invasion de moustiques chez nous. Alors, certains disent qu'aussi les vermifuges, les fameux vermifuges, vermicides, c'est pas anodin non plus dans ce que ça a détruit, de bousiers, de tout ça, qui peut-être était dans la chaîne alimentaire des colicoïdes aussi. Parce qu'il n'y a pas que les oiseaux qui... Vous voyez, il y a aussi tout ça. Et ça fait un moment qu'on a dégradé ça aussi. D'ailleurs, on les voit, des bousses de vache qui ne se dégradent plus. Donc ça pose un problème. On ne voit plus les aigrettes qui venaient sur la vache. C'était pas anodin. Enfin, chez nous, il y a des moments, on a tous ces animaux. Alors justement, ils nous disent, ah non, surtout pas, la grippe aviaire, surtout pas. Hein. Voilà.
Mais c'était pas anodin, cette logique. Vous voyez ces oiseaux sur le dos des vaches. Vas-y. Mais il y avait vas-y Eric, mais Jean-Claude, Est-ce que tu la voulais prendre la stabilité politique qu'on connaît depuis le mois de juin a joué sur la réponse qu'on pouvait attendre des pouvoirs publics et de l'État, entre autres? Ah ben, elle a joué beaucoup sur... En termes d'interlocuteurs, Alors, et de décisions à prendre sur complètement. plein de choses, y compris là. Complètement. Ils savaient pas du tout. Puis quand on leur demandait, leur réponse c'était de dire qu'ils allaient commander du vaccin qu'on allait recevoir dans 3 mois. Quand les éleveurs avaient tout qui était en train de crever, que l'équarrissage était débordé en Ariège, dans le Lot, dans les Pyrénées-Orientales, les équarrisseurs étaient débordés. Puis comme de par hasard, ils étaient en panne avec le logiciel, ce qui fait que... Et puis, voilà, là aussi, il y a eu... C'est sûr, le fait qu'il n'y ait pas de... Mais il y a longtemps qu'il n'y a plus de politique sanitaire en France, que les gens y tournent tout le temps, et qu'il n'y a pas une personne qui a une vraie connaissance globale, d'approche globale, de savoir un peu... Non, franchement, on a des gens qui sont tous saucissonnés dans une petite fonction, donc ils ne peuvent pas comprendre le vivant de ce fait. Et puis quand même, quand il y a eu ces premiers foyers, le fait d'avoir... Alors ils ont essayé de faire des réunions de crise toutes les semaines, et on a de suite vu des exportateurs qui prenaient la parole. Les ovins n'étaient pas traités, on parlait que des bovins. Et les caprins, c'était la dernière roue du carrosse. Donc nous, on a redemandé que les caprins soient intégrés, parce qu'en plus, certains vaccins n'étaient pas autorisés en caprins. Ils ne sont pas homologués en caprins. Ça ne veut pas dire qu'ils seraient dangereux pour les caprins, mais les labos ne font même pas l'effort d'homologuer. Comme chaque homologation coûte... voilà, c'est une démarche administrative. Donc pour beaucoup de vaccins, il n'y avait même pas le vaccin homologué pour les caprins. Donc du coup, le caprin, ça n'existe pas, le caprin. Et même sur l'aide annoncée des 75 millions, le caprin ne rentre pas dedans. Donc nous, on l'a réclamé. Ce qui a fait un petit peu bouger les choses, par contre, il faut le dire, c'est sur le FMSE, le fonds de mutualisation. Là, pour le coup, tous les syndicats, on a été d'accord pour dire que ce n'était pas le FMSE qui pouvait indemniser. Vu les millions qu'il fallait, le FMSE, il n'a pas cet argent. Cet argent-là, il a de l'argent que pour aider ceux qui ne rentrent pas dans les cases. Des cas de figure très particuliers. Mais pour la MHE, il avait aidé certains cas, mais pas globalement, rien que pour le GER, c'est 1,2 million. Et là, quand le FMSE, ils avaient des budgets pour... ils avaient dit 200 dossiers ou 500 dossiers, mais pas pour 20 000 dossiers. Donc à un moment, le ministre, justement, disait on verra avec le FMSE, c'est la profession qui a sa cagnotte et nous, on abondera. Oui, mais ils abondent que 75% des 25% que met à la base le FMSE. Mais le FMSE, il n'avait pas les moyens. Donc là, il y a eu une carence aussi de l'État, mais la carence, elle est surtout aussi que c'était au mois d'août, beaucoup, et au mois d'août, ils étaient en vacances. Et ouais, là, non mais c'est dingue de le dire. Ils étaient en vacances, donc il n'y avait personne pour répondre. Même on manquait de laboratoire, on manquait d'équarrissage, et l'équarrissage, le logiciel est en panne. Ce qui fait que l'État était incapable de dire, c'est les GDS qui ont pris en main et les professionnels, l'État était incapable de donner la carte de la FCO8. Ne savait pas où étaient les foyers. Et la preuve, c'est qu'encore aujourd'hui, ils ne savent pas que son foyer, il n'est pas dans la carte. Mais on est quand même à l'époque du numérique. Ils n'arrêtent pas de nous dire qu'on a de l'intelligence artificielle, qu'on sait tout avec les téléconnexions, etc. Et en fait, on n'est même pas capable de savoir où c'est qu'il y a un foyer. Alors que l'éleveur, il le voit bien, il le sait. Pourquoi d'un clic, il ne peut pas dire, voilà, moi je suis sûr que j'ai une suspicion. Et le danger, c'est ce qu'on avait eu, nous, pour la MHE l'an dernier. Pour indemniser les éleveurs, il a fallu déclarer les foyers. Et à partir de quand? Parce que ça aussi, à une certaine date, c'est pris en charge. Après, ça sera moins parce qu'il y aura eu le vaccin proposé, etc., etc. Parce que certains avaient dit, celui qui n'a pas voulu vacciner, peut-être on ne l'indemnisera pas. Une façon d'éliminer des gens est récalcitrant. Mais le problème, c'est qu'il faut être déclaré foyer. Pour être déclaré foyer, il faut un veto qui vienne, que le veto, il ait fait l'analyse, qu'il y ait un laboratoire qui ait bien voulu faire l'analyse. En estive, nous, gros problème, il y a des vétos, ils ne montent plus en estive. Donc déjà, il y avait ce problème-là. Les troupeaux sont mélangés. Or, il faut être foyer par troupeau. En estive, ils sont mélangés. Or, normalement, on déclare le foyer de l'estive. Et il peut y avoir plusieurs producteurs. Donc on a plein de problèmes administratifs comme ça qu'ils ignorent complètement.
Bon, et ça date pas d'hier qu'il y a du pastoralisme et des animaux en estime. Et ensuite, le fait qu'ils ne soient pas capables de connecter entre la déclaration du veto et du labo qu'il y a bien un foyer chez Denis. Non, c'est Denis, ouais. Non, c'est pas Denis. C'est toi. Pardon. Denis, c'est mon autre. Et moi, c'est Sébastien. Ils ne sont pas capables de ça. Et on a fait pareil, nous, on est allé à la DDPP dans le Gers avec l'analyse d'un collègue du comité départemental du Gers qui était FCO8. Et la DDPP disait non, il n'y a pas de FCO8 dans le Gers. Alors on lui a sorti l'analyse, on a dit ben voilà. Voilà le foyer FCO8 du Gers. Vous avez l'éleveur, il est là si vous voulez. Ah ouais, ben oui. Donc, il n'y a pas eu de prévention. D'où les recours qu'il y a actuellement qui sont lancés depuis cette semaine pour l'absence de prévention de l'État. Il faut qu'on laisse du temps de parole à Julien. Il y a peut-être Jean-Claude, tu voulais prendre. On prend une dernière question, puis on enchaîne, puis il y aura un autre temps d'échange de questions pour finir pas trop tard. Alors, on se la joue comme ça va ? Deux précisions. La première, c'est qu'on nous conseille de rentrer les animaux dans les bâtiments. Mais si on allume les lumières, on attire les moucherons. Donc on sait bien que les moucherons sont attirés par les lumières. Donc si on rentre dans le bâtiment à l'allumement, on peut allumer les lumières. Ça, c'est un conseil GESO vert d'ailleurs. Et donc parce que le GDS a bien révélé que c'est bien, plus la virologie est forte, plus il y a d'impact de moucherons. Ça, faut bien, ça c'est acquis. Et quand ils mettent des insecticides, c'est que sur le dos. Donc les autres les mâles, les mâles, ça sert à rien. C'est eux qui révèlent ça. Donc ça, c'était juste une précision. Et pour information, avec AgroBio, j'ai souscrit une MAEC de diversité et j'attends encore mon versement. Quand on sait justement toutes ces démarches qu'on a entreprises, ça fait 10 ans qu'on a entrepris de planter des haies, on a 8 km de haies sur 35 hectares. Marie-Christine disait qu'on a pas mal d'hirondelles. Elles mangent leur poids en moucherons par jour. Nous, quand les hirondelles sont là, on n'a pas de moustiques. Dès qu'elles partent en octobre, alors là, on en a pris plein. Parce que les chauves-souris ne prennent pas le relais. Donc on va mettre des nichoirs à chauves-souris. Donc on est dans cette démarche-là. Et le deuxième point que je voulais insister, c'est que le FCO3 vient de Hollande. Ils ont eu cette maladie pendant 2 ans. Des vétos de gilets jaunes vertes sont allés là-bas, voir ce qu'ils ont passé. Ils ont vacciné à 95%. Vacciné ou pas vacciné, ça ne sert à rien. Voilà. Et nous, elle arrive là, et on vaccine à autant. Donc on a l'exemple de la Hollande, où la vaccination à 95% ne sert à rien. Et c'est de la Hollande que parle le sérotype 12 et 13, qui est très virulent en ce moment. Et donc, c'est une maladie sans fin. Aujourd'hui, on a appris dans Nexus que la vaccination au monde rapportait 15,1 milliards d'euros en 2024. Et dans 4 ans, ça sera 26 milliards d'euros. Donc les Big Pharma fait déjà des chiffres d'enrichissement sur le dos des éleveurs. Pas sorti de là. Et tu as raison sur la désinsectisation. En plus, le moucheron, il va beaucoup sur les muqueuses. C'est là où tu n'as justement pas envie de mettre des produits. Bon, maintenant, Julien, tu vas avoir la lourde tâche de pouvoir remonter le moral. Oui, passer derrière Sylvie, c'est pas évident. Non, je vais vous faire un petit topo sur la Bretagne et spécialement grippe aviaire de ce qu'on a vécu. Du coup, moi, c'est Julien, je suis paysan dans le Morbihan, installé depuis 2007 en production de céréales qu'on transforme en pain et atelier de maraîchage diversifié. Et j'ai mené aussi un atelier de poules pondeuses pendant 10 ans, de 250 poules, juste pour passer sous les radars justement de biosécurité contrôlée et tout ça. Et ça fait quelques années que du coup je suis référent sanitaire au niveau régional. Du coup je suis secrétaire au bureau de la Conf Bretagne et co-porte-parole aussi du Morbihan. Et depuis quelques années, on regardait les collègues plus au sud avec la grippe aviaire à répétition. Et c'est il y a 4 ans maintenant qu'on a eu le premier épisode. Et du coup, je vais vous raconter un peu ce qui se passe et l'évolution qu'on trouve qu'il y a avec les services de l'État, notamment dans les CROPSAV. C'est les comités régionaux de gestion de crise qui ont lieu tous les 15 jours
en temps de crise. Et c'était vraiment hallucinant de participer à ces grandes messes. Du coup, on est nombreux en visio. Donc c'est DRAF, toutes les DDPP, il y a toutes les OP, les syndicats, les vétos. En général, il y a quelqu'un de l'ANSES aussi et de l'OFB qui du coup présente un petit peu le type de virus, d'où ça vient. Donc les premières années, on voyait bien que c'était, comment on pourrait dire, saisonnier, avec l'oiseau migrateur qui venait du nord-est. Mais là, maintenant, il s'avère que depuis 2 ans, le virus est endémique. Et d'ailleurs, il y a eu gros de casse en faune sauvage au large du 22, là, sur les fous de bassin, où il y a quasiment 90% des jeunes qui ont crevé avec ça. Et du coup, on s'est dit, ça y est, le virus est endémique, donc il va falloir vivre avec. Il y a 4 ans, du coup, ils n'ont rien trouvé de mieux que de demander la claustration des volailles. Confinement des volailles quand on passait en risque élevé, et du coup qui a mis à mal du coup le moral des troupes d'éleveurs plein air, avec notamment des arrêts d'activité dès qu'ils trouvaient plus de sens à devoir enfermer les volailles, et qui étaient même en incapacité technique de pouvoir le faire sur des petits poulaillers mobiles où en fait les animaux enfermés ne pouvaient pas survivre. Et du coup, on est tout de suite monté au créneau des services de l'État. Donc moi, j'essayais difficilement, dans les CROPSAV, de dire la difficulté de la mesure de claustration, mais à l'époque, c'est comme ça, il n'y a rien à dire, quoi. Circuler, il n'y a rien à voir. Et on a mené, et en département et en région, du coup, des rendez-vous pour exposer les problématiques de la biosécurité qui était mal adaptée, mais en plus venait la mesure de claustration qui nous paraissait injuste et injustifiée, dans le sens où, en fait, nous, déjà à l'époque, on se disait que en fait, les petits élevages plein air qu'on représente, souvent autonomes et autarciques, sont des impasses épidémiologiques. Et là, maintenant, ça y est, depuis 1 an ou 2, là, les services de l'État annoncent que les filières plein air autarciques sont des impasses et ne sont pas source de propagation du virus, comme ont connu les collègues en Vendée, là, il y a 2 ou 3 ans, 2022-2023, où on a vu finalement des traînées de poudre ou des gros élevages avec des ventilations dynamiques qui sont pas touche-touche, mais vraiment pas loin, se boucanaient les uns des autres, et ça fait des traînées de poudre. Ce qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'il y a 3 ans maintenant, vu l'ampleur, du coup, nous en Bretagne, on n'a pas été trop touchés. Mais les services de l'État se sont servis du coup de la mésexpérience des collègues de Vendée et se sont dit, tiens, si on regardait un petit peu en cas de crise majeure chez nous, comment que ça se passerait. Et du coup, ils n'ont pas trouvé mieux que de demander aux OP de recenser les fermes pour pouvoir enterrer les cadavres. Parce que du coup, les services d'équarrissage fonctionnent à 80% en temps normal. Donc en cas de crise, ce serait vite saturé. Et du coup, ce travail qui a été confié aux OP a été pas fait. Il n'a pas été fait. Donc du coup, on a redemandé là en début d'année où est-ce que c'en était. Et du coup, ils ont redemandé aux OP de recenser les terrains. Mais le dernier son de cloche, on va peut-être partir sur autre chose, mais je ne sais pas quoi, c'est que mauvaise expérience en Vendée, où en fait il s'avère que quand ils ont fait des sites d'enfouissement, ça a forcément pollué le sous-sol et puis les nappes phréatiques. Donc on est en train de se demander en Bretagne si c'était bien de faire ça ou pas. Premier rendez-vous, il y a 4 ans, on avait fait une délégation, c'était chouette, à la DRAF avec FR-CIVAM, la FRAB et surtout les poulets de Janzé, qui ont un poids économique sur les Vilaines. Et du coup, pour dénoncer ces mesures de claustration qui pour nous étaient pas tenables, et on a martelé aussi le fait que pour sortir de cette crise, il faudrait prendre un petit peu le mal à la racine aussi, c'est-à-dire baisser la densité au sein des élevages. Comment 24 poulets élevés sur 1 mètre carré, ils sont forcément plus sensibles, ou en tout cas moins robustes, que des poulets à 14 ou 16 mètres carrés, mais surtout avec un accès dehors, sont plus robustes. Essayer aussi de dédensifier finalement les zones à forte densité d'élevage, parce que c'est ce qui s'est passé en Vendée. Et nous, c'est vrai qu'en Bretagne, on a des zones avec des gros élevages qui sont à touche-touche.
retrouver de la diversité génétique, parce que là maintenant, il n'y a plus que quelques races des Formule 1, comme on les appelle, des poulets de 35 jours, et ça pourrait être un levier pour sortir de là, de réintroduire retrouver des races plus rustiques. Et le DRAF, à l'époque, nous avait accueillis sereinement, j'ai envie de dire, mais l'année suivante, claustration à nouveau et rien qui bouge. On a fait des manifs, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2 manifs régionales à Pontivy et à Rennes aussi. On avait été reçus à Rennes par le SGAR, chargé de mission agriculture. On continuait à marteler que le plein air ne pouvait pas subir la claustration des volailles. On constatait que du coup, il y en avait plein qui arrêtaient. On commençait à pressentir aussi qu'il n'y avait plus d'installation et que pour nous, c'était dangereux de continuer comme ça. Et là, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette année, le CropSav a repris du coup, avec une petite option FCO MHE, mais vite fait. Mais au niveau de la grippe aviaire, on n'entend plus le son de cloche des 2 premières années où en fait le syndicat majoritaire et les poids lourds des OP, je ne vais pas les nommer, mais disaient c'est la photo plein air, c'est scandaleux, sachez que sur telle route il y a un élevage, j'ai vu encore on était en période de claustration, j'ai vu les poules dehors, c'est constaté, c'est scandaleux, s'il vous plaît faites quelque chose, service de l'État, mais nous on n'est pas flics, je ne sais pas, voilà quoi. Ou alors c'est scandaleux de voir un tel qui a 2-3 poules dans son jardin, il ne se rend pas compte du risque qu'il fait peser à la filière. Et en fait, c'était juste hallucinant d'entendre ça. Et en fait, ça y est, il n'y a plus ce son de cloche-là. Et quand je l'ai rapporté au dernier rendez-vous qu'on était au préfet de région et au DRAF, la dame qui organise les CropSav, elle dit « mais ça y est, leur disque est rayé, je pense qu'ils sont passés à autre chose ». Donc les lignes bougent. Et sur le fait qu'il faut baisser la densité au sein des élevages, retrouver de la diversité génétique, peut-être aussi retrouver des accouvoirs qui soient plus petits mais plus disséminés sur l'ensemble des territoires. De ce que m'a dit la DRAF adjointe, là, c'est dans les tuyaux du national. Et il commence en fait, ça y est, c'est monté. Après, c'est toujours le temps que ça monte à l'étage, mais on a bon espoir, on a un bon espoir de ça quand même. Après, le bilan est quand même pas bon. Je ne sais pas dans vos départements, mais nous, en Morbihan, il n'y a plus d'installation depuis 2 ans. Que ce soit en port plein air ou en volaille plein air, il n'y a plus d'installation, il n'y a plus personne qui s'installe. Il y a des arrêts d'activité, dès qu'ils jettent l'éponge plein d'eau, ou des fermes qui normalement devaient être reprises et en fait c'est pas repris. Donc le bilan est un peu triste. Nos têtes de réseau nationales, donc Conf et FADEAR, ont obtenu du coup de la DGAL, la direction de l'alimentation, vous avez sans doute entendu parler de l'expérimentation plein air, qui du coup vise à proposer une biosécurité qui soit plus adaptée au plein air. En fait, c'est une convention du coup, avec 140 fermes du coup qui sont dans l'expérimentation, il y a des protocoles qui sont en place, les DDPP sont au courant, et en fait cette expérimentation vise à recenser les pratiques paysannes de bon sens au niveau sanitaire qui sont faites par les unes et les autres, pour pouvoir les compiler et proposer une biosécurité qui soit plus adaptée. Donc là, on est un petit peu à mi-parcours. Normalement, c'est sur 2 ans et demi. On finit novembre 2025, on fera le colloque. Ça a mis du temps à démarrer parce qu'il y a eu du rififi au démarrage avec la FNSEA qui n'était pas contente de ne pas être dans le protocole. Après, les fermes qui ont candidaté à l'expérimentation disaient mais en fait, si la FNSEA est là, nous, on va plus... on n'a pas envie de... Parce qu'en fait, les fermes se mettent à poil. Elles disent vraiment tout ce qui est pratique, quoi. Et du coup, ça a refroidi quelques-uns, finalement, d'avoir la FNSEA dans les comités. Mais on mène ça à bien. Et moi, je suis... Par exemple, là en Morbihan, quelque chose d'assez intéressant, c'est l'écaricompostage. Donc c'est les petits éleveurs, enfin petites unités, qui ont peur de voir passer les camions d'écarissage, justement, qui te ramèneraient un virus ou quelque chose comme ça. Et plutôt que d'allumer un congélo qui consomme de l'énergie, pratiquent l'écaricompostage, donc c'est le compostage de cadavres.
c'est les cadavres en cours de route, quoi. C'est que quelques cadavres. Et du coup, on est en train de mener ça là, à bien pour les carrés compostage. Après, là, le frein, hein, c'est que la DGL, à terme, veulent que le résidu du compost soit incinéré. Et du coup, la perte de sens pour les éleveurs. Mais la bataille n'est pas finie. Quoi dire d'autre? Je suis un petit peu moins à l'aise avec la peste porcine africaine, si ce n'est que, du coup, je viens d'apprendre avec toi que le national là, anticipe une gestion de crise avec la peste porcine en Bretagne, et c'est vrai qu'on serait mal barré. Ah ben oui. Enfin, j'ose même pas imaginer. Là, elle est aux portes des élevages, là. Ouais. Donc. Ouais. Et du coup, juste le petit témoignage, c'est que, comme vous devez le savoir, être aux normes de biosécurité en port plein air est très difficile et très coûteux. Donc la majorité de nos adhérents sont dans l'illégalité, souvent en non-conformité. Et les quelques-uns qui se sont installés il y a quelques années et qui ont voulu mettre tout bien, en fait, ils se sont endettés. Et là, en ce moment, ils n'ont pas de revenus. Donc c'est ça qu'on a montré à la DDPP chez nous l'autre jour. On l'a amené sur une ferme qui est bien belle, bien jolie, bien nickel. Mais l'envers de la carte postale, c'est qu'il n'y a pas de revenus. Donc du coup, ça pose question. En tout cas, ce n'est pas un modèle de référence à exposer pour faire venir les jeunes. Et puis c'est pareil, en port plein air, il n'y a pas de jeunes. Voilà. Je crois que j'ai brossé un peu le tour. Les lignes bougent, mais c'est long et fastidieux. Il y a si je peux me permettre, ce que je vais rajouter, surtout sur le porc. Il faut savoir que le porc, c'est PIC Connect, les OP qui imposent les contrôles, sauf que ce n'est pas du tout adapté au modèle d'élevage plein air. Et pour autant, voilà, c'est les OP qui contrôlent le sanitaire en France, c'est même plus les DDPP. Voilà. Sauf que tous les éleveurs indépendants, confédérés souvent, qui ne sont pas adhérents d'une OP, qui sont dans leur fonctionnement, on leur demande maintenant de faire PIC Connect chez eux. Et ce n'est pas adapté, il n'y a personne qui peut passer. Les DDPP ne font plus ce genre de contrôle non plus. Et d'où l'idée aussi de l'expérimentation, c'est d'avoir une grille biosécurité adaptée aux élevages plein air, qui donc ne serait pas PIC Connect, mais bien la grille qui aura été construite dans ce cadre-là avec la FADEAR et la DGAL et l'ANSES. C'est vrai que cette expérimentation, enfin moi je l'ai vécue parce que depuis le début, on a rédigé les conventions, on a négocié les financements, on a mis en place tout ça. Ça nous a mangé une énergie terrible parce qu'effectivement, on a eu plein de gens qui ne voulaient pas en entendre parler. Mais quand même, pour la première fois, du fait du combat qu'il y a eu chez les éleveurs d'ici et de toute la France pour défendre le plein air, qui ont fait des réunions avec les citoyens, avec les sauf-qui-poules, enfin, ils ont vu qu'on ne rentrerait pas nos volailles, que de toute façon, il y aurait toujours des gens qui refuseraient de rentrer les volailles. Et donc, ils ont craqué. Et un jour, vraiment, on était en réunion avec Fabien Champion, qui s'occupe du sanitaire, et la DGAL, sur une réunion de bilan, comment on se rencontrait. Et c'est là qu'ils nous ont dit, écoutez, en fait, on va vous proposer, vous nous direz si vous voulez, mais en fait, on aimerait faire une expérimentation sur la biosécurité dans vos élevages plein air, en quoi les élevages autarciques sont plus résilients sur la maladie et donc comment on pourrait trouver une réglementation adaptée en fonction de cette étude et d'adapter la réglementation. Donc nous, on était très surpris. Et en plus, ils nous ont dit, mais on voudrait le faire pour la volaille, mais aussi pour le porc, parce que le porc, on va avoir la peste porcine. Parce qu'au début, l'idée, c'était que la volaille. Ils nous ont dit, écoutez, vous nous dites un peu si vous connaissez des structures de vos réseaux qui pourraient porter ça. Parce que, pour le coup, première reconnaissance, ils ont dit, on s'adresse à vous parce qu'il n'y a que vous qui représentez l'élevage plein air autarcique. Même s'il y avait quelques gens comme les poulets de Janzé, mais même le plein air de Loué ou du Gers, mais là, déjà, c'était des élevages intégrés au P et qui ont été coincés par les autres. Parce que même maintenant, le syndicat national des labels plein air nous dit qu'heureusement qu'on a bagarré, parce qu'en ce moment, ils ont tous leurs poulets et leurs chapons dehors dans le Gers. Il n'y a plus personne qui rentre une volaille.
C'est incroyable, on a réussi, alors qu'on est tous dans l'illégalité, quoi, je veux dire, à tout moment. Donc, on a quand même réussi à apporter ça. Et du coup, ça a été, après des discussions, et nous, quand ils nous ont rencontrés, on leur a dit, ben, on a la FADEAR, donc nos ADR, puisque nous, la conf, on est un syndicat. Vous ne pouvez pas être la conf qui portait ça. Alors, et on leur a expliqué, ben, on a des ADR dans les départements et on pourrait faire des formations, donc ça s'est mis. On a mis les instituts autour de la table, du port, de l'ITAVI, de l'ITAB. On a mis l'ANSES, on a mis la DGAL. Et effectivement, on a perdu 6 mois dans cette étude parce qu'un beau matin, dans un CNOFSAV, il y a les gens de la FNSEA qui ont dit « Mais qu'est-ce que c'est cette expérimentation ?» Ils ont fait craquer la personne de la DGAL, ils l'ont fait pleurer. On ne l'a plus jamais revue en réunion. Elle a quitté son poste. Ils lui ont crié dessus en disant « Mais comment on n'a pas été informé? Qu'est-ce que c'est cette histoire avec la FADEAR? Qu'est-ce que c'est cette organisation? Comment nous, les producteurs français qui représentons des millions de... comment ça se fait qu'on n'ait pas été associés ?» Et alors, ça a été une avalanche. Et donc, du coup, ils ont demandé de revenir sur la signature. Mais nous, on avait signé avec le ministère la convention, parce que nous, la CONF et la FADEAR, s'il y avait eu d'entrée de jeu la FNSA, on n'aurait jamais pris le sujet. Par contre, du coup, alors on a discuté 6 mois, mais des réunions avec Fesneau et tout ça, c'était vraiment pendant 6 mois, pour arriver à créer non plus... Alors on avait le comité de pilotage où siège la CONF, la FADEAR. On a créé un comité décisionnel à côté, qui est consultatif. Voilà. Et bien, après 6 mois de retard, 120 000 € de coûts supplémentaires, on a eu un comité décisionnel il y a 15 jours, où devaient être donc les autres syndicats, la FNSEA, la ACR et les chambres. Il n'y avait personne. 120 000 €, 6 mois de retard sur l'étude. Vous voyez à quoi ça tient quand on dit pourquoi ça n'avance pas. Et donc, s'il y avait une autre urgence, si on avait sauvé les Français de la peste, à cause de bêtises comme ça, on aurait raté et on aurait des millions de morts, quoi. Non, mais c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que nos vies, dans ce contexte-là politique, parce que du coup, ça veut dire que le sanitaire en France, il dépend et de l'économique et du politique, et non pas des besoins de la production, de la santé publique, de la protection des animaux, parce que c'est quand même du bien-être pour les animaux, et de la protection des consommateurs, de leur produire quelque chose de sain qui fait qu'on les nourrisse bien. Donc tout ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'export, le pognon des OP, des labos des vétos, et le politique qui est tenu par les grands de la filière. C'est ceux-là qui font le sanitaire. Et ça, c'est vraiment inquiétant. On va pouvoir se prendre des petites questions. Il est 22h15. Ouais. On va essayer de pas trop tarder. Là, normalement, on s'était dit qu'on terminait à cette heure-là, mais on a commencé plus tard. Mais on va quand même prendre des questions. Puis on va essayer de se boire un petit coup après aussi, si ça vous va. Donc je crois que Jean-Claude, tu veux démarrer? Ouais. On va partir sur le côté question. Il faut toujours s'appuyer sur des faits. La plus grave crise sanitaire jamais vécue au monde, c'est sur le porc, c'est 2018-2019. Un porc sur 4 est tombé. C'est parti d'Asie. Et fait concomitant, c'est quand la Chine a voulu dépasser la Corée du Sud par un déploiement exceptionnel d'antennes relais 5G, 300 000 bases en très peu de temps. Et là, ils ont été dépassés par la PPA. Et il faut savoir qu'en ce moment, on vit, c'est pour ça que la question, il faut savoir qu'à la conf aussi, on a une commission, j'en fais partie, qui aborde la problématique des ondes électromagnétiques dans les élevages. Donc il y a François Dufour qui en fait partie, qui est très concerné par cette problématique-là. Et donc la question, c'est de faire des ponts, aller sur le terrain du causal. Et en ce moment, moi je suis très à l'affût de tout ça, on est en 3,5 GHz. Mais ils ont commencé depuis le mois de juillet à passer à la 26 GHz. C'est-à-dire que la nature n'a jamais vécu ça. Et l'effet, c'est que toutes les espèces sont concernées par des virus. La définition d'un virus, c'est un organisme vivant qui fait des échanges intracellulaires. Et pourquoi le virus fait des échanges intracellulaires? C'est pour permettre à chaque organisme vivant de s'adapter. Donc de s'adapter à des changements. Donc là, on parle de bouleversement climatique, on parle de
des niveaux de fréquence jamais vus sur Terre, parce qu'il faut savoir que le déploiement de la 5G, elle est avant tout militaire. Parce que pour nous, on va aller 10 fois plus vite, mais comme déjà la moitié des gens sont en burn-out, ils ont en dépression, donc 10 fois plus vite, je ne sais pas comment on va les ramasser. Bon, il y a l'aide au répit à la MSA, mais ça ne suffira pas. Et donc... C'est déjà une bonne avance. Mais donc en fait, la question c'est, voilà, à un moment, est-ce qu'il ne faut pas mettre sur la table cette question de cette pollution environnementale qui grimpe, qui galope, et nous, les animaux, dans cette ambiance-là, ben, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe? Puisque comme la faune sauvage est touchée, la faune sauvage, elle n'est pas liée à l'élevage, c'est pas des pratiques d'éleveurs, c'est pas... Et pourtant, les oiseaux tombent au bord de mer, tout ça, et vous avez, paf, ils ont des virus. Et eux, ils sont impactés par toutes ces lignes, les éoliennes en mer et tout ça. Donc moi, c'est une question que je pose comme ça. Hein. Et il faut peut-être falloir se poser cette question-là, puisque de toute façon, le 26 GHz, tant promis, qui s'appelle le micro-ondes à ciel ouvert, c'est en cours et c'est surtout pour 2025. Donc, si je dis raison, ce qu'ont vécu les Chinois en 2018-2019, c'est ce que vont vivre les Bretons en 2025. La question, c'est de faire le lien entre ça, entre cet environnement. À un moment, est-ce qu'un veto sera répondre? Alors, à poser à un vétérinaire, ça, je présume déjà de la réponse. Mais ouais. Après, tout déséquilibre, de toute façon, la nature, c'est un juste équilibre, et le vivant, c'est ça, c'est toujours... voilà, et effectivement, à la vitesse où se développe un certain nombre d'activités, et ce qui a très bien été dit par mon collègue tout à l'heure, et d'ailleurs ça, ils l'ont enfin compris. Parce que pourquoi est-ce qu'on a eu tant de grippe aviaire? Ça a commencé dans le sud-ouest. Parce que c'était open bar, il n'y en avait jamais assez du canard. Les gars, ils progressaient, ils continuaient, ils en mettaient, et ça se vendait, ils faisaient du fric, et ils en mettaient, ils densifiaient. Ils étaient à 14 canards au mètre carré. Des canards, prêts à gaver, ils avaient des bâtiments de gavage de 2000 postes, il n'y avait pas 24 heures de vide sanitaire. Et donc, quand on est venu nous embêter, nous les petits producteurs, en nous disant « oui, mais vous travaillez comme des cochons, c'est n'importe quoi », mais nous, on avait des vides sanitaires. Et quand on est allé voir à la DGAL, leur expliquer comment ça fonctionnait, la filière canard, que les canards, ils prenaient 4 camions différents, qu'ils étaient transportés effectivement dans des salles de gavage, où quand on les sort, il y en a qui n'étaient pas sortis, qu'on en mettait d'autres en place, que ça se chevauchait et que c'était sans fin comme ça, que forcément ça allait très vite et que le virus, il n'avait qu'à suivre les camions. Ce n'était pas la faune sauvage qui suivait, c'était les camions qui suivaient le virus, il était transporté par les camions. Et tout va très vite. Donc l'incidence de ce que tu dis, des ondes électromagnétiques, tout ça, on le sait que ça perturbe le vivant. Et le vivant, pour résister à un virus, une agression, s'il n'est pas dans son équilibre nutritionnel, climatique, en fait, de tout son environnement, forcément, dès qu'il y a une faille, on le sait bien, tous, quand on est un peu fatigué, un peu stressé, on attrape la crève. C'est aussi bête que ça. Nos animaux, c'est la même chose. Et c'est cet équilibre qui est très vite perturbé, et très très vite. C'est-à-dire maintenant, c'est la pression. Et donc, en plus de la grippe aviaire, parce que le summum de l'histoire de ces maladies virales, c'est qu'on a intensifié encore plus sa production. C'est-à-dire que nous, dans le Gers, on a vu disparaître tout le plein air, et qu'avec le pognon de la claustration, les régions ont dit il faut claustrer les animaux, on va vous financer des bâtiments. Et ils ont financé des plus gros bâtiments. Et l'autre jour, à la Chambre d'agriculture, il n'y a pas un an, l'interprofession régionale en vol, qui vient nous expliquer, après que la DDPP ait expliqué qu'il fallait baisser les densités, que grâce au plan Adour, c'est-à-dire qu'on avait mis dans des zones, on a payé des éleveurs pendant 1 an à ne pas produire. Je ne sais pas si vous imaginez. Les gars, ils ont été heureux, ils ont été au ski et tout ça. Ils n'avaient plus à bosser, ils nous ont dit open bar. Ils étaient payés à la marge par canard. On leur avait dit, ton bâtiment, il est gelé pendant 1 an pour baisser la densité dans la zone et on te paye. Non, mais je ne sais pas si vous voyez. Après, il y a des paysans qui râlent après ceux qui auraient le RSA, mais ils ont été payés à rien faire. Et c'est des gros paysans en plus. C'était des gros mètres carrés. Et donc, après avoir baissé tout ça, Envol qui vient à la réunion à la session chambre, et après que la DDPP dit, grâce au plan Adour, qu'on a réduit la densité dans les élevages et dans la zone, on a eu moins de pression virale et un petit peu le vaccin. Mais le vaccin, il a peu joué, c'est surtout grâce à la baisse de densité et au vide. Et les gars, ils viennent nous expliquer qu'il faut remonter 1 bâtiment par jour industriel de poulets
Et où c'est qu'on va les faire? Oui, parce qu'on est trop en gamme. Le plein air, ça coûte trop cher. Les consommateurs, le bio, c'est trop cher. Il faut baisser en gamme. C'est pour ça qu'on vend plus du poulet, messieurs, dames, en France, que les gens ne peuvent pas acheter nos poulets. Donc, il faut baisser en gamme pour qu'ils aient du poulet pas cher. Et du poulet pas cher, c'est du poulet de 32 jours, dans des bâtiments à 50 000, 100 000 poulets. Et ils sont venus avec des projets de bâtiments dans des zones où on était dense, où on nous avait dit de baisser en densité canard, et où ils allaient nous remettre du poulet indus. Les mêmes, le même jour, dans la même réunion. Voilà. Financé par la région, bien sûr. 42% sur les bâtiments d'élevage et du photovoltaïque dessus. Donc, mais par contre, et là je fais un pied de nez aussi, parce qu'il faut être optimiste, là où ils sont secoués quand même, parce que j'ai vu chez Fer, le patron d'Envol, l'autre jour, et je lui dis, mais c'est bien votre histoire, mais finalement, les gars, ils ne veulent plus monter de poulailler, parce qu'en fait, c'est tellement mieux de mettre 20 hectares de photovoltaïque à 3 000 € le fermage, que de ramasser des poulets jour et nuit, derrière un camion, avec 30 gars, payés comme on peut, à pas d'heure quand le camion arrive. Donc maintenant, ils n'arrivent plus à monter les bâtiments, parce que les bâtiments, ils se payaient par le photovoltaïque sur les toits, et que maintenant, le photovoltaïque, on le met dans les champs, et on ne fait même pas de poulets. Voilà. Et donc chez Fer, eh bien, c'est foutu pour lui aussi. Tu vois, les choses, elles vont vite. Elles les rattrapent dans leur délire. Parce que, voilà. Mais, voilà. Donc on a quand même, et il faut le croire, le seul modèle qui est le plus résilient de tout ça, même si on a des crises économiques, c'est pas facile, ça restera quand même la localisation de la production dans un système autarcique, paysan, où on a cet équilibre sur nos fermes, où on a des circuits les plus proches autour de nous, où on peut refaire, ça tu as raison, les couvoirs. D'ailleurs, la conf, elle a recommencé à faire des formations sur comment faire naître ces poussins. Et oui, aussi bête que ça, parce que les couvoirs ont une grande responsabilité dans la grippe aviaire. En fait, il y avait longtemps qu'ils étaient contaminés, hein, et ils ne l'avaient jamais dit. Donc c'est eux qui nous amenaient avec les poussins, ils nous livraient la maladie, qui s'exprimait au bout de quelques jours. Voilà. Et donc là, on a la solution, elle est là, par la localisation. Elle n'est pas par l'agrandissement, elle n'est pas par chercher du revenu en produisant plus, elle est au contraire en se protégeant et en ayant, comme on dit toujours, plus de paysans, plus petits, diversifiés, avec des barrières d'espèces, des races rustiques et des solutions où, entre nous, effectivement, on va s'entraider pour maintenir cet équilibre autour de nous. Mais le problème, c'est qu'on a cette pression, comme tu dis. Alors un jour, c'est des zones électromagnétiques. Le lendemain, c'est un gros bâtiment qui se met à côté de chez toi. Et ils sont en train de voir des projets de loi pour qu'il n'y ait plus d'ICPE ou de faciliter les installations classées. Voilà. Et donc là, effectivement, tu ne peux pas résister. Parce que nous, on avait demandé qu'il y ait une feuille de route à la conf sur l'élevage de demain. Parce qu'au même titre qu'ils voulaient... Il faut savoir où ils vont les implanter, leurs gros bâtiments. Donc toi, tu es tranquille dans une zone qui n'est pas réglementée, faible densité, tu n'as pas de problème sanitaire, et le gars, il vient s'installer juste à côté de chez toi. Et du coup, tu passes en zone réglementée, à risque, donc avec toutes les contraintes d'analyse, de transport et tout. Parce que du coup, on t'impose des règles sanitaires, parce que l'autre, il est venu mettre son gros bâtiment à côté de chez toi. Et là, nous, on voudra aller plus loin à la conf, justement, pour définir où est-ce qu'on a le droit de mettre en place quoi. Et pourquoi nous, on n'est pas protégés? Pourquoi on ne nous fait pas une zone, nous, de protection aussi? D'inverser la charge. Je vais donner la parole. J'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Théo. Théo. On avait une question, du coup, comme on est porteur de projet en port plein air. Moi, de ce que j'avais compris, donc avant j'avais tourné sur d'autres régions où c'est vrai que la pression était un peu moins forte, mais comme ils ont obtenu que justement la règle, on va dire, pour l'export, ça a été régionalisé au lieu d'être nationalisé, ça a enlevé un peu de pression sur les autres régions, notamment pas le cas où ça risque d'arriver, mais en Bretagne, du coup, ça s'est pas du tout allégé. Justement, si du coup les éleveurs du réseau qui sont en partenaire et qui ne sont pas aux normes, savoir la pression un petit peu qu'ils subissent et s'il y a des espoirs de dérogation, on va dire, en séparant le reproducteur ou le reproducteur. Je laisserai bien la parole à Mickaël, qui est le R du coup. Ouais. Déjà, il y a un an, avec Julien, qui était venu sur ma ferme, en fait, pour installer une expérimentation, il fallait une grille. Et la grille, en fait, elle a été faite chez moi avec M. Leleu,
Ouais. le GAL, Ouais, c'est ça. c'était super ouvert en fait. Mmh. Enfin, je Tout trouvais à fait. vraiment bien. Mmh. Moi, c'est ma ferme, elle est plutôt bordélique. Donc, mais c'est ce qu'il voulait. Il voulait voir ce qui sur une ferme bordélique. J'ai une mise en demeure depuis 2 ans et demi. Et on sait, ça allait, c'était Madame Ifip, là, celle de l'Ifip. Ah ouais, elle est infernale. Ah, infernale, c'est L'Institut. vraiment, On ne dira pas son nom, mais là, tous c'est. les risques qui arrivent. En fait, ce que j'en ai retenu, en fait, on espère que l'expérimentation, il y a encore 1 an, on espère que ça ne va pas arriver avant, mais c'est vrai que si ça arrive dans 6 mois, effectivement, en Bretagne, on va vraiment nous embêter. Et là, en fait, aujourd'hui, il y a des contrôles, il y en a eu 3 à ma connaissance depuis 15 jours, là, dans le coin. Donc ils vont surtout vers les élevages qui n'ont pas été contrôlés, ils font des mises en demeure. Et l'étape d'après, en fait, normalement, c'est le procès verbal. Pour l'instant, il n'y a pas, à ma connaissance, eu de... Moi, la prochaine fois, c'est un procès verbal. Voire fermeture de l'élevage. Mais en fait, le contrôleur qui est venu la semaine dernière, chez Yann Corbeau, là, je suis allé parce qu'on peut accompagner. Bien sûr, c'est bien. Sauf qu'on était 2 paysans. Et le gars, il a dit non, c'est une seule personne qui accompagne et pas 2. Et la personne, il ne faut pas qu'elle parle. Je dis, bah là, je me mal parce que... Donc pendant un quart d'heure, j'ai fait un speech, parce que je connais bien Monsieur Moquet, là, et je lui ai dit ce que je pensais de l'agriculture paysanne et qu'on attendait cette expérimentation, que nous, en fait, ce qu'on veut, c'est pas des moyens, c'est du résultat. Mais Moi, bien sûr. Ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas de sanglier rentré chez moi, point barre. Mais en fait, tout ce qui est zone publique, zone élevage, tout est imbriqué ensemble. Enfin, moi, j'ai ma ferme à l'ancienne, j'ai 3 parcs autour de la ferme. C'est vente directe, enfin, tout est impliqué. Donc en fait, les grandes lignes, en gros, il faut éviter qu'il y ait des carissages qui rentrent chez toi. Donc moi, c'est un peu ce que je redis. Il ne faut pas que les carissages rentrent dans ta ferme. L'idéal, c'est qu'ils soient avant la ferme. Il ne faut pas, les grandes lignes, c'est ça. Il ne faut pas que quand tu soignes tes animaux, tes cochons, que tu rentres dans les parcs. L'idéal, c'est que tu aies des mangeoires en bordure, ou que toi, tu les soignes de l'extérieur. Si tu as des choses comme ça, tout de suite, tu marques des points. Après, tu dois séparer son alimentation, ta paille. Ça doit être... mais là, c'est pareil, normalement, c'est un grillage, pareil, 1m30 et tout. Mais ça, encore, monsieur DGL, il n'était pas chiant là-dessus. Hein. Vraiment, c'est prouver que les sangliers ne peuvent pas rentrer chez toi. Donc ça, quand même, il faut faire cette clôture. Et si, effectivement, il y a un contrôle, déjà, ce n'était pas le cas chez Yann, mais déjà, faire de bonne foi, dire qu'on a déjà fait les choses, on met les grillages en place. Quoi. Donc ce qui compte surtout, c'est d'avoir effectivement un périmètre de clôture qui fait que les sangliers ne puissent pas rentrer dans sa ferme. Ça, c'est la base. Après, le sas, mais tout ça, c'est complètement ridicule. Parce qu'en fait, moi, j'ai 3 parts différentes. C'est 3 sas. Un sas pour aller dehors, tout ça. C'est un truc qui n'est pas du tout adapté à l'élevage. Et ça, il l'a bien compris. Je pense que dans l'expérimentation, ça, c'est quelque chose qu'on va obtenir logiquement. Voilà. Voilà, mais pour moi, un jeune, il faut y aller. Il faut surtout, il faut penser au débouché. Et aujourd'hui, il y a une demande. Je fais 35 cochons à l'année. Je pense que j'en ai 15 de plus, je les vendrai. Il faut penser plutôt à votre projet comme ça, sur le débouché. Et ça, il faut se dire que j'espère dans 1 an ou 2, on aura soit une expérimentation, soit de toute façon, il faudra passer en force. Et puis, la chance de la conf, c'est des... moi, dans mon cas, je pense que le gars, justement, sur le contrôle, il m'a dit, toi, de toute façon, il me dit, ton bureau, ton dossier est sur mon bureau et je viendrai quand je veux chez toi. Il parle, et en fait, il parle. Et à la fin, il m'a dit, j'attends que ma chef de service vienne pour aller chez toi, quoi. Donc c'est pas lui qui décidait. Il attend que la chef de service. Et il sait que moi aussi, je représente la conf, quoi. Donc voilà, donc c'est important aussi que vous soyez en réseau, quoi. Voilà. Faut pas être seul. Faut pas être seul. Ça, c'est hyper important. Mais pensez à votre projet économique avant tout. Voilà. Technique économique. Oui, et puis il y a du bon sens pour travailler, parce que le problème de certaines normes, c'est qu'en plus, ça vous fait perdre du temps de travail. C'est-à-dire passer dans des sas, mettre des pieds dans son pédiluve, la marche en avant, ils avaient imposé une marche en avant qui n'était pas effective. Enfin, il y avait des choses, et puis moi, j'ai jamais compris. Passer dans un sas, tu arrives en plein air, tu passes dans un sas et tu retournes dehors. Et tu as les bandes de poulets, grillage contre grillage, et ils te disent il faut séparer. Non, mais il faut passer par le sas, alors que les poulets, l'eau, ils se touchent, ils se bécotent d'un grillage à l'autre. Enfin, c'est des trucs évidents qui n'ont pas de sens. Et c'est ce qu'on leur avait dit, que nous, le problème, c'était pas tant de ne pas avoir la grippe aviaire, c'était de ne pas la diffuser. Parce que le fiasco, c'est la diffusion. Et sur la question du porc, c'est aussi cette question. Parce que tous les sangliers ne sont pas touchés non plus par la grippe aviaire. Et quand bien même il y aurait un foyer de grippe aviaire, de peste porcine en France,
Mais leur problème, c'est pas ça. C'est que si jamais il y a un foyer, ils sont plus indemnes de peste porcine et ils peuvent plus exporter. Parce que sinon, on pourrait tolérer que tous les ans, il y ait 10, 20 élevages qui soient touchés par la peste porcine. Ça serait pas... Il n'y aurait pas forcément... Alors là, après, il y a les questions. Ils vont vous faire peur. Ils vont vous dire, oui, mais attention, passage à l'homme, hein, parce que le porc, passage à l'homme. Mais là, la grippe aviaire, au Canada, les bovins et cochons, et ça y est. Il y a déjà un variant qui touche les bovins en grippe aviaire. Voilà. Donc, là aussi, mais ça, c'est toujours ce qui nous secoue... C'est le chiffon rouge pour nous faire peur, mais on va tous mourir un jour. Hein. Enfin, je veux dire, à un moment, on ne fait plus rien. Mais pour le coup, il a raison. Ce modèle-là, ça n'a rien à voir avec les autres. C'est un modèle léger aussi par rapport aux investissements. C'est un modèle léger qui vous accompagnera mieux dans la trésorerie. Et puis, c'est l'indépendance de ne pas être dans un OP qui va vous imposer. Par contre, nous, ce qu'on a fait, la Conf, au niveau national, parce qu'ils avaient proposé le Pic Connect gratuit pour toutes nos petites fermes. Ils faisaient l'effort. Et là, on leur a dit, on va proposer. Et on leur a dit, ben non, même gratuitement, on n'en veut pas. Et là, ils étaient quand même un peu verts, quoi. Et on leur a dit, non, nous, on ne rentre pas là-dedans. Et sur l'expé porc, c'est là où la grille, c'est le plus dur, à cause de l'Institut technique. Parce que l'Institut technique du porc, il n'a aucune ouverture à un autre modèle que le porc industriel. Alors qu'en volaille, l'Institut technique de la volaille fait quand même des volailles plein air, de janzé, de loué. Ils ont même dans les filières d'intégration, les poulets de loué, ils ont le poulet plein air et ils ont le poulet claustré, parce que c'est un marché. Voilà. Mais sur le porc, ils l'ont pas, ça. Ils n'ont que du système, un peu label rouge des fois avec les courettes, mais c'est presque rien, c'est très très limité. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a plus l'impact de l'Institut technique qui veut ce modèle-là. Et bien sûr, c'est tellement plus simple de dire que ça risque d'être à cause du sanglier qu'on va avoir la peste porcine, plutôt que de dire que c'est leur modèle industriel et que le jour où ils vont rentrer un camion de Hollande bourré de peste porcine pour rentrer des petits porcelets de je ne sais pas quel élevage, c'est comme ça que ça va arriver. Ça va arriver. Mais le summum quand même, la petite histoire, je m'excuse, mais moi je ne croyais pas quand même. Réunion ministère des GAL, hein, le sandwich. C'est le coup du sandwich polonais, quoi, hein, le gars. Hein. Et ouais, donc voilà, il arrive d'Italie, il a jeté son sandwich, il y avait du jambon dedans, il a donné la peste porcine le long du truc. Ils ont réussi à tracer ça le long de l'autoroute. Non mais là les bras vous en tombent. Là, les bras vous en tombent. Et il disait ça très sérieusement. Et moi, je n'ai pas pu m'empêcher. Je leur dis, mais c'est une blague. Mais non, mais Madame Collas, c'est très sérieux. Vous voyez, on peut raconter n'importe quoi. Non, mais et là, la biosécurité, là, non, mais c'était... Voilà. Je peux donner la parole à Samuel. Tu avais une question à poser, je crois. Ouais, est-ce qu'on a une connaissance pour revenir sur la FCO, sur le foyer de ce virus-là, et surtout, est-ce qu'on connaît la zone, le moment où il a muté est-ce qu'on a identifié une zone spécifique avec des élevages très industriels qui lui aurait offert un tapis rouge, comme tu as dit tout à l'heure, pour se développer? Est-ce qu'on a cet historique-là? Sur la FCO3, c'est sûr que ça vient de Hollande, des modèles plus industriels, hein, de toute façon. Voilà. Plus, peut-être aussi des importations d'animaux vivants avec des virus transportés par les... Et je pense que dans les bateaux, s'ils amènent des animaux vivants, ils amènent aussi leurs vecteurs. Hein. Donc, on a aussi le phénomène climatique, il ne faut pas l'oublier. Parce que le virus, il est allé sur le moucheron, c'est le moucheron qui le traîne. Mais où est-ce qu'il l'a pris? Il n'a pas forcément attrapé sur un autre animal. Hein. Il n'a pas forcément attrapé dans l'élevage. Au début, le moucheron qui s'est chargé en virus, il pique l'animal, il lui transmet. Mais à l'origine, le moucheron, il a été contaminé par quoi? On ne sait pas trop non plus d'où il est venu. On a bien eu le frelon asiatique qui est arrivé un jour. Donc on peut très bien penser qu'on a eu des moucherons contaminés qui sont arrivés au transport de je ne sais trop quoi et qui ont amené sur le territoire ce virus aussi. Ça, on ne nous l'a pas défini. Après, de la FCO8, de la fièvre catarrhale, le virus de la fièvre catarrhale, il existe. Et il mute, et il mute, et il mute. Alors on l'appelle 8, on l'appelle 3, mais là, il est vraiment endémique, il est sur le territoire. Ça, c'est sûr. Donc là, maintenant, c'est comme... demain, on sera peste porcine en France, ce sera sur le territoire, comme on est grippe aviaire. La grippe aviaire, elle est endémique, on en a tous les ans, toute l'année maintenant.
Pas beaucoup forcément en nombre de foyers, plus ou moins intense, mais elle est tout le temps présente. Et d'autant plus qu'on a contaminé l'environnement. Donc tous les mammifères autour des bâtiments sont contaminés. Ils trouvaient même de la grippe aviaire dans l'eau autour des bâtiments, dans les flaques d'eau. Donc voilà, à partir de là, qui a contaminé qui? À l'origine, qui de la poule a fait l'œuf en fait? C'est compliqué. Donc voilà, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'explosion, elle vient de l'élevage industriel. La charge virale, elle devient forte quand on rentre dans un élevage industriel. Et à partir de là, ça contamine tout ce qu'il y a autour. Alors que sinon, ça peut être un niveau de charge virale faible sur un élevage extensif, sur une zone où il y a peu de densité. Donc là, il y a moins de charge virale, donc il y aura forcément moins d'incidence sur la mortalité, sur les troupeaux. Mais là, la charge virale, dès qu'on va être sur des concentrations de zones, voilà, là, on va trouver... on va avoir le phénomène. Les abattoirs sont des bons lieux d'échange aussi. Quand il y a des camions entiers qui viennent je ne sais pas d'où se faire abattre. Nous, on avait des camions des pays de l'Est qui venaient se faire abattre avec des canards gras gavés qui arrivaient dans les Landes. Et quand on voyait tout ce qu'il y avait de grippe aviaire dans le sud-est, dans l'Est là-bas de l'Europe, c'était pas extraordinaire. On va prendre encore quelques questions, ça vous va, il est 22h35, j'ai pas envie d'abuser. Hein, c'est ça, pour rentrer un moment. On va avoir l'occasion de boire un petit coup pour continuer, mais on prend une ou deux questions, ça vous va, puis on discute ensuite autour d'un verre. Ça marche. Eh ben, Jean-Claude, ta dernière question. Finir sur une note positive. Et donc j'ai dit qu'à la conf, on avait une commission sur les ondes électromagnétiques. Donc moi, pour tous les jeunes qui s'installent, pour tous les installés qui ont un peu peur, j'ai une proposition à faire, c'est-à-dire que je connais déjà personnellement pas mal de géobiologues, de renommée, qui font un boulot dingue. Moi, si notre ferme est encore en vie depuis 20 ans, c'est grâce à ces personnes-là, diverses et variées. Et donc, il y a une émission sur FR3 Bretagne récemment qui montrait Alexander Roussanov, un russe, 30 ans d'études, une pointure qu'on a rencontré personnellement avec Marie-Christine, et qui bosse sur les élevages de porcs en Bretagne. Il dit que tous les élevages de porcs enfermés font appel à un géobiologue. Sinon, ça ne marcherait pas. 80% de cannibalisme et tout ça. Donc en fait, la géobiologie a son rôle en élevage. Surtout si on admet que l'électricité grimpante a son rôle dans le déploiement des virus. Et donc, Géozone Verte, ils en ont une, c'est Annie qui a fait un travail de fou aussi chez nous. Il y a Luc Leroy qui est reconnu. Donc les jeunes qui s'installent, moi, une proposition, c'est de leur imposer, mais leur dire fortement, faites une étude géobiologique de votre ferme pour... faire un bon diagnostic d'implantation, répertorier les transfos, les antennes relais, les installations électriques, qu'il y ait des bonnes prises de terre. Déjà se donner la chance qu'il y ait un véritable bien-être des animaux avec cette montée en puissance de l'électricité ambiante. Je pense que c'est fondamental et ça serait des beaux conseils qu'on pourrait donner aux agriculteurs, aux éleveurs, pour avoir des bonnes bases, d'être résilient avec toutes ces problématiques virales. Voilà. Ok. On va prendre une dernière question et pour aller dans ce sens-là, il y a l'ADR qui va organiser, Adrien, une formation en février et mars sur comment améliorer l'immunité dans son élevage. Et c'est tout ce qui n'est pas mis en place, etc. Et donc nous, on est acteurs pour proposer des solutions et accompagner collectivement des gens qui peuvent être impactés. Et là, ce qui est hyper enthousiasmant, parce que c'est comme la grosse crainte quand on a préparé cette réunion, c'est de se dire que s'installer aujourd'hui en plein air, c'est compliqué, c'est très interrogatif. Et au-delà du plein air, je pense, aujourd'hui, l'avenir qu'on nous propose en tant que paysans et de paysannes, il est assez difficile, quoi. Mais voilà, là, c'est déjà enthousiasmant de voir des gens qui portent des projets. Il y a de la demande, il y a des besoins, c'est totalement une nécessité, quoi. Et il faut qu'on puisse y répondre, quoi. Et c'est que collectivement qu'on va réussir. Parce que moi, ce soir, j'ai appris plein de choses. Et je trouve hyper important l'action de la conf sur, par exemple, l'expérimentation, etc.
Sylvie n'aurait pas été là, Julien n'aurait pas été là, on n'aurait pas eu forcément ces expérimentations. Là, la situation sera encore plus critique, quoi. Et c'est comme ça qu'on va réussir encore à continuer. Et c'est par l'énergie, la nécessité de s'engager qu'on va réussir à perdurer, parce qu'on sait que c'est l'agriculture paysanne qui est la réponse à toutes ces problématiques sanitaires.